On est avec Justin Etier, coordinateur offensif du Rouge et Or de l'Université Laval, en direct du bureau de coach du Rouge et Or de l'Université Laval. On a commencé nos épisodes précédents avec des actualités footballistiques. Comme d'habitude, Pierre, je vais commencer avec toi si tu en as une. Sinon, je sais que je te mets tout le temps sur le spot, là. Je m'excuse, Pierre. Ouais. Mais là, depuis la semaine passée, c'est ça, moins, exact. il s'est passé pas grand-chose. Et 45 minutes. Ouais, c'est ça. C'est ça. Exact. Actualité football en ce moment. On a parlé de Football Québec. On a parlé de Team Québec tantôt. Ouais. Je sais que... on va en reparler. Tu as déjà coaché à Team Québec. Ça représente quoi pour toi, Team Québec, coacher là-bas? Ça a été quoi cette expérience-là? Parce qu'en ce moment, c'est les camps. Là. C'est les camps pour les jeunes qui... Ça fait 2 ans qu'il n'y avait pas ce tournoi-là. Là. Ça représente une super expérience. Moi, j'ai fait ça un peu différemment. J'ai été plusieurs années impliqué avec l'équipe canadienne, Team Canada, mais j'avais jamais vraiment vécu l'équipe Team Québec donc j'avais jamais vécu cette expérience-là. J'ai adoré. Je me souviens à l'époque quand Marco Yadeluca avait été nommé comme entraîneur-chef. Marco, c'est un bon ami à moi, donc on dirait que j'ai sauté sur l'opportunité à ce moment-là de vivre l'expérience. Je l'ai fait pendant 2 ans. Super souvenir, vraiment. Puis je trouvais ça le fun, même. Je me sentais plus en contact. Le fait que c'était vraiment tous des jeunes du Québec versus l'équipe canadienne. Aussi, j'ai vécu des expériences, c'était extraordinaire. Mais j'ai aimé le fait de me retrouver vraiment au sein du football au Québec. Là, de vraiment une équipe composée d'entraîneurs et de joueurs du Québec. J'ai trouvé ça vraiment agréable. C'est quoi les défis quand tu coaches tu sais, c'est court, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de comparatif. Moi, perso, si je me retrouvais à coacher là, tu sais, comment tu développes une relation avec des joueurs aussi rapidement? Comment tu fais pour développer une relation entre les joueurs aussi? C'est quoi les principaux défis versus coacher une saison, mettons, au Rouge et Or? Ouais, je pense que tu l'as dit là, c'est le temps. C'est de ne pas te faire prendre dans... Tu sais, un entraîneur... tu t'arrives là, tu es un coordinateur offensif universitaire. Tu sais, je pense que le piège, c'est tout de suite de te faire prendre dans les X and O's puis de trop vouloir en faire. Puis j'en ai certainement probablement fait un peu trop. Mais il faut vraiment que tu le vois aussi. Tu veux que ça soit une super expérience football, mais il faut que... Mais encore une fois, il faut que tu sois conscient du temps. Puis il faut tout le temps que tu te remettes dans la tête que c'est une expérience pour ces jeunes-là. Donc, il faut que ça soit agréable. Il faut que ça soit... Faut pas que... Tu sais, je pense que... faut que juste qu'il y ait le bon niveau d'intensité. Puis je pense que oui, les joueurs là-bas, les joueurs du Québec, ils veulent gagner. C'est une belle expérience. Écoute, moi, j'ai toujours les victoires. Là. J'ai eu la chance de gagner des Coupes Vanier, mais mes deux puis c'est pas parce que je veux braguer, mais je vais le faire un peu. Mais mes 2 années à Team Québec, on a gagné en finale. Donc, c'était vraiment une expérience incroyable. Puis je me souviens comment on était contents, tout le monde. Donc, c'était vraiment le fun. Team Québec, là, j'ai eu des beaux souvenirs. J'ai arrêté parce que c'est vraiment time consuming beaucoup. Là, mais c'était des super expériences. Ouais, ce temps-là, durant l'été, c'est soit ton temps off ou ton temps à préparer la prochaine saison. Puis là, ouais, exactement. Puis encore une fois, le côté coordinateur offensif, j'ai de la misère à faire ça à moitié. Ce que je veux dire, à un certain point, tu veux pas... Je dis que je veux que ça soit agréable, mais je veux que les jeunes vivent une belle expérience. Pour vivre une belle expérience, tu veux bien les préparer. Pour bien les préparer, il faut que tu investisses le temps. Donc, c'est certain, encore une fois, ça, c'était mon côté un peu coordinateur offensif, un petit peu trop intense, dans le sens que pas trop intense avec les joueurs, mais trop intense moi-même dans ma propre préparation parce que je voulais gagner. Donc, mais là, à un certain point, tu reviens de là, 3 semaines, t'es brûlé. Donc, ça, mais ça reste quand même des super beaux, vraiment des beaux souvenirs. Je dirais que Team Canada aussi, j'ai eu des beaux souvenirs, mais je me souviens, mon dernier Team Canada, là, j'ai dit, c'était assez en termes de temps. Puis, il y a certains éléments de l'expérience que j'avais peut-être moins aimé à la fin, tandis que Team Québec, j'ai absolument rien à dire. J'ai eu 2 ans extraordinaires. Tu l'as mentionné tantôt que Marco Yadeluca, c'est un de tes bons amis. Ouais. Puis je me souviens que j'ai lu un papier un jour, je me suis dit c'était Sports Illustrated ou ESPN qui parlait comme quoi, en fait, qui décrivait la relation de Nick Saban et Bill Belichick. Comme quoi, c'est 2 grands football minds défensifs. Puis eux, souvent, dans le off-season, ils se rencontrent puis they bounce ideas off each other. Là, Puis il le faisait aussi, dans l'article, il parlait surtout du temps qu'il le faisait quand ils étaient les 2 dans la NFL. Là, puis ils n'étaient pas vraiment supposés le faire parce qu'en tout cas, ils ont
des règles quelconques. Mais est-ce que ça t'arrive de t'asseoir avec d'autres coordinateurs offensifs du circuit pour échanger des idées? Très peu. On dirait que c'est peut-être moins dans la culture ici. Ouais. Je sais pas si... non, ça arrive moins. Puis c'est vrai que c'est intéressant de ce point de vue-là. Tu sais, je me verrais très bien avec Marco qu'on s'assoirait et on se mettrait à jaser de football. Mais c'est sûr que c'est vrai que c'est intéressant d'entendre que parfois aux États-Unis, même dans des grandes rivalités, tu sais... puis oui, regarde, je dis tout le temps, on peut pas, parce qu'il y a une rivalité évidemment entre Laval et Montréal. Rien, paraît-il. rien pour défaire mon respect et mon amitié avec Marco, mais c'est vrai qu'on dirait qu'on aurait moins cette tendance-là à s'asseoir pour parler de stratégie, certainement, mais pourquoi pas? Oui, ça pourrait se faire. Mais pour répondre à ta question, non, j'ai pas fait ça beaucoup dans les années. Une actualité football m'est venue en tête. Ouais. Tom Brady. Tom Brady a fâché un monsieur qui a payé 500 000 $ pour acheter sa dernière passe de toucher en revenant de sa retraite. Je sais pas si tu avais vu ça passer, là. Quelqu'un avait acheté la belle. Non. Fait que la dernière passe de toucher qu'il avait lancée, entre guillemets, passe de toucher qu'il avait lancée à Mike Evans avait été vendue aux enchères 500 000 $ 24 heures avant que Tom Brady revienne de la retraite. Fait que, en tout cas, je salue le compte bancaire de ce gars-là. Il y a eu plein de paris quelques heures avant l'annonce du retour de Brady sur les Bucks pour le prochain Super Bowl. Ouais. Puis comme si il a dit à des personnes, coéquipiers, à ses amis, hey, je m'en reviens. Ah ouais. Puis là, tout le monde s'est pitché. Inside job, tu penses? Ouais. Les odds étaient meilleurs. Ben oui. Sans... obviously. Fait qu'à guess que le ballon, c'est exact. la même affaire. Mais on s'entend que pour le ballon, je pense que Tom Brady pourrait facilement racheter. Ouais, non, c'est ça, là, exact. Je pense pas que c'est le plus grand drame de l'humanité. Il devrait être capable de s'en remettre. Ouais. Oh my God. Ouais. Mais tout ça pour dire... C'est pas toi qui l'as acheté? Non, j'ai pas encore ce cash-là. Il faudrait plus de mom Patreon. Ok, c'est bon. Je puisse me payer ça. Mais qui est ton carrière préféré et pourquoi c'est Tom Brady? Mais si c'est pas lui, bien entendu. C'est sûr que, comme je pense, coordinateur offensif, beaucoup de vraiment aimé, au fil des ans, beaucoup aimé, évidemment. C'est dur de ne pas aimer Tom Brady comme coordinateur offensif. Là. C'est tout le temps extraordinaire de le voir. Mais pour certaines choses que des fois, les gens ne penseraient pas. Moi, j'ai toujours admiré Tom Brady pour le fait que encore une fois, ces gens-là, souvent les gens pensent qu'ils sont parfaits. Tom Brady, puis je le dis encore à mes carrières, il lance des interceptions, il prend des mauvaises décisions, Mais je pense que la plus grande qualité, puis c'est tout le temps ça qu'on dit aux jeunes, c'est le classique, c'est quand tu fais une erreur, qu'est-ce que tu fais après? Puis j'ai été fasciné au fil des ans de voir Tom Brady dans les plus grands matchs faire des erreurs, puis parfois des très mauvaises erreurs. Mais c'est cette capacité-là tout le temps à revenir avec des beaux jeux par la suite. Puis ça m'a toujours impressionné de lui. C'est quelque chose qu'on répète constamment aux jeunes. On dit tout le temps, c'est pas l'erreur. L'erreur, tout le monde fait des erreurs, même ces gars-là, mais c'est comment tu réagis par la suite. Donc oui, Tom Brady, certainement, mais si on parle d'un point de vue... le plaisir d'un coordinateur offensif à regarder un carrière, c'est définitivement Aaron Rodgers. Même si, là, je ne vous cacherai pas que depuis quelque temps, le personnage comme tel est certainement pas mon personnage préféré. Mais quand juste le regarder là, comme amoureux football qui ne connaît pas toutes les choses autour, juste le regarder comme carrière, je pense qu'on a rarement vu un carrière avec ce type d'habileté-là. Oui, il y en a d'autres, là, mais lui, vraiment, en termes de passeur pur, là, c'est dur à trouver mieux. Donc, ouais. Puis, juste par curiosité, de comme la peut-être nouvelle génération, est-ce qu'il y en a un qui a comme caught your eye? Oui, définitivement Joe Burrow. Lui, c'est fameux. Vraiment, ça, encore une fois, je parle de la même capacité... le bon vieux classique, c'est un carrière. Si tu réussis à mettre de la pression, éventuellement, tu lui fais perdre la tête. Puis encore une fois, on peut donner l'exemple de Tom Brady, aussi bon qu'il a été au fil des ans. Les défensifs qui ont réussi à éventuellement là, briser un peu son confort dans la pochette. Habituellement, vont commencer à faire des erreurs. Moi, cette année, Joe Burrow, là, voir un carrière se faire saquer à coup de 10-12 fois par game puis continuer à lancer des passes de toucher, ça, il n'y en a pas beaucoup qui réussissent ça. En général, la pression
va finir par déstabiliser même les plus grands carrières. Je veux dire, il n'y a personne, c'est pas dans la nature humaine d'aimer ça se faire frapper à répétition. Puis quand à répétition, tu te fais frapper puis ça fait mal, à un certain point, ça va t'affecter mentalement. Puis cette année, Joe Burrow, j'en revenais pas, je veux dire. Encore une fois, en série, c'était comme tu disais, le pauvre, il finira pas le match. Mais il continuait à... Ça m'a impressionné beaucoup. Surtout quand t'es pas supposé de te faire frapper. Tu sais, tu dis, c'est pas dans la nature humaine, mais tu sais, toutes les autres positions se font frapper en pratique. Puis lui, c'est juste... Puis t'as aucune... ça non plus, on parle pas ça assez, les carrières, comment c'est cette capacité-là à se faire frapper, puis tu peux pas vraiment te protéger, là, tu sais. Donc, j'ai tout le temps, ça me fait toujours rire, là. Des fois, je parle de carrière, puis on associe carrière aux passes de toucher, aux belles passes, mais, tu sais... souvent des jeux... tout le monde se souviendrait d'un jeu que Benoît Gros a fait ici dans une Coupe Vanier. C'est une passe extraordinaire, un toucher de 80 verges à Julian Fioli. Moi, encore à ce jour, je me souviens que sur ce jeu-là, il s'est fait frapper par le D-tackle qui a joué dans la NFL par la suite pour les Chargers. Je veux dire, Ben, il s'est réussi à se relever, mais je veux dire, la capacité à avoir été capable de faire cette passe-là malgré la pression, c'est pas grand monde qui sont capables de faire ça. De prendre cette pression-là. Je vais prendre la balle au bon parce que c'est très difficile, je trouve, à coacher. Mais puis ça doit l'être encore plus pour cette position-là. Mais comment tu prépares une carrière à vivre mais pas juste de la pression comme, mettons, d'un front défensif, mais de la pression comme en général? Je pense que c'est évidemment, ça a évolué. Là. J'ai changé comme carrière. Mon style a changé aussi, mais je pense que ça vient aussi à en jaser, à aborder. Je pense que c'est important d'en jaser avec eux. À différents moments dans la saison, à différents moments, surtout dans les moments difficiles, mais encore une fois, c'est ce qu'on parlait tantôt. Là, tu peux pas passer ton temps avec ton carrière à parler des bons moments. Il faut que tu parles des moments plus durs parce que c'est ça qu'il faut qu'il passe à travers. Donc, je pense que c'est de la communication. Au fil des ans, des années que je le fais mieux que d'autres, je pense encore, mais je crois que ça vient un peu à ça. Tu essaies de le mettre dans ces situations-là, mais je veux dire, il ne pourra jamais le vivre autant que quand il est dans un match. Donc, sinon, après ça, c'est de vraiment regarder les matchs. Moi, c'est sûr que je suis très analytique des matchs avec les carrières. Des fois, je me dis, des fois, c'est ça, il y a beaucoup d'informations, mais j'essaie un peu d'expliquer. Puis ce que j'aime, c'est des fois d'essayer de leur expliquer ce que moi, je pense. Puis éventuellement, je leur dis tout le temps, éventuellement, c'est quasiment un point où est-ce qu'il faut qu'ils soient sur le terrain, puis quand ils reçoivent un jeu, qu'ils comprennent pourquoi que j'envoie ça, qu'est-ce que je recherche, tout ça. Ça prend un peu de temps. Je l'ai réussi au fil des ans avec certains, mais je pense que c'est tout le temps ça que tu travailles. Mais c'est de la communication, je pense. Si on revient un peu dans le temps, comment tu as commencé à coacher? J'ai commencé, au fond, j'ai pas eu une grande carrière de joueur, une carrière qui s'est arrêtée après le cégep. C'est ça qui est drôle parfois. J'aurais très bien pu continuer dans le milieu anglophone. Je suis même allé à l'université anglophone, mais j'ai décidé de ne pas jouer au football au départ. Mais je veux dire, c'est sûr que quand on regarde aujourd'hui la structure des programmes au Québec, c'est quand même assez incroyable. Puis là, je parle pour un francophone, 3 universités francophones. Il n'y avait pas ça à ce moment-là. Donc, j'aimais beaucoup le côté j'aimais beaucoup la dynamique du sport, j'aimais beaucoup la dynamique d'équipe, j'aimais beaucoup l'aspect stratégique de tout ça. À ce moment-là, j'avais l'impression que j'avais mon expérience. Tu sais, j'ai été plus attiré rapidement par l'expérience de coacher que de continuer à jouer universitaire. Évidemment, il aurait fallu, je pense, que j'attende mon tour aussi. C'est ça. J'ai décidé de commencer là-dedans. Vraiment au cégep, commencer à coacher une position. Puis, au cégep où tu jouais? Oui, moi, j'ai joué au cégep Marie-Victorin, qui est malheureusement pour les jeunes d'aujourd'hui. C'est ça? Non, c'est Trappeurs. Dans les Trappeurs, qui à l'époque était vraiment un des bons programmes francophones au Québec en Division 1. Excellent programme. Puis moi, c'est la raison, je suis allé jouer là pendant 3 ans. J'ai adoré mon expérience. C'est malheureusement un programme qui a fermé quelques années plus tard. Donc, ils ont cessé le football. Mais avant que les 2 dernières années du programme, au fond, j'étais là comme entraîneur. Donc, j'ai commencé à entraîner là. Ouais. Puis, tu as joué carrière?
Non, j'ai joué receveur. T'as joué receveur? J'ai commencé comme carrière au Collège Notre-Dame, Ouais. mais assez rapidement, j'ai compris que exactement pour ce que je vous disais tantôt, moi, c'était pas dans ma nature de me faire frapper constamment, jeu après jeu. Et à cette époque-là, bien comprendre qu'à ce moment-là, des pratiques casse-épaulette, où on ne se jette pas à terre, où ça n'existait pas dans ce temps-là. Donc, le carrière, il se faisait frapper constamment. Il avait pas donc, inventé le chandail rouge. Non, dans ce temps-là, le carrière n'avait pas un chandail de couleurs différentes. Donc, de me faire frapper à répétition par mes bons chums, ça venait sous ma... Ouais. Ils sont rapidement rentrés under my skin. Donc, Exact. je me suis dit, je vais me concentrer sur une position autre. Je vais aller ailleurs. Mais tu coachais quoi au début? Tu as dit que tu coachais de position, mais... J'ai commencé à coacher les receveurs. Ouais, ma Ok. première année, coacher les receveurs. Mais déjà, ma deuxième année, j'étais devenu coordonnateur offensif. Ouais. Ok, c'est ça, mais est-ce que tu as commencé à coacher pour... Est-ce que c'était un but? Tu sais, on dirait que tu as commencé à coacher comme juste pour continuer un peu, puis pour, Non, pas pour du le tout. fun. Bon, non, puis- mais bonne question, mais pas du tout, là, parce qu'à ce moment-là, écoute, ça n'existait pas. Là, je veux dire, des entraîneurs à temps plein au Québec. Je sais pas, il y avait peut-être les 3 entraîneurs-chefs des universités anglophones, Concordia, McGill, Bishop, qui devaient être à temps plein, mais probablement même pas leurs assistants. Là, je veux dire, c'était 3. Donc, à ce C'était pour moment-là, l'expérience. ah ouais, non, c'était Pour le trip. C'était clairement pour le trip. Puis je peux même te dire que moi, je me suis amené à Laval un peu pour le trip de faire Ok. un automne où j'allais être en entraîneur pour essayer de vivre ça. Mais après ça, je retournais, puis j'aspirais même pas à ça. Puis ça s'est transformé après ma première année ici. Là. Ok. Fait que deuxième année aussi. Ouais, deuxième année aussi. Ouais, trop vite, là, évidemment. Je me suis. Le coordonnateur offensif à l'époque avait quitté. Donc, tu sais, dans ce temps-là, je me suis retrouvé là. C'était beaucoup trop rapide. Là. Ça allait vite. Ça allait vite pour rien. Là. Je veux dire, j'étais pas. Mais c'était quand même une belle expérience. Mais je veux dire, c'était trop rapide à ce moment-là, certainement. Mais d'un fois, on est lancé là-dedans, puis let's go. Puis je suis pas en train de dire parce que c'est un désastre. Non, pas du tout. C'est juste que, tu sais, maintenant, quand tu le vois d'un pas de recul, tu te dis c'est sauter les étapes. Tu as d'autres choses à apprendre. Ben oui, exactement. C'est sauter les étapes un peu vite. Ouais. Là, mais encore une fois, des fois, tu as une opportunité. Tu dis, ben, je vais y aller, mais dans ce temps-là, encore une fois, c'était pour le fun. Là, Ouais. puis c'était le fun. C'était une belle expérience. Pendant qu'on en parle, ça a été trop vite pour toi à ce moment-là de devenir coordinateur offensif après ta première année. Mais quelqu'un qui coach, qui voudrait devenir coordinateur offensif, quel conseil tu lui donnerais avant de devenir coordinateur offensif? Ben c'est certain que, tu sais, parfois, je pense que c'est intéressant d'entendre plusieurs personnes. Puis, quelque chose que moi, j'ai moins eu. Moi, ça fait plusieurs années que je suis ici. Bon, j'ai été en contact avec quand même beaucoup de monde après des années, mais je trouve ça bon de côtoyer plusieurs personnes. Puis encore, je veux dire, si tu tombes sur la bonne... Ce que je veux dire, c'est si tu tombes sur le bon mentor, ben tant mieux. Mais je pense encore une fois que... il n'y a pas juste une façon de voir les choses. Donc, parfois, c'est intéressant de voir les choses de différents angles. C'est sûr que quand tu sens que tu as vraiment un mentor avec qui tu apprends beaucoup, mais je pense que c'est intéressant de pouvoir poursuivre avec lui. Mais je trouve ça quand même intéressant. Il n'y a pas juste une façon de voir les choses. Puis parfois, rapidement, au football, c'est quand même un sport complexe offensivement. Parfois, on est mis en contact au départ avec un système de jeu ou une façon de penser, puis là, on a l'impression que c'est la seule façon. Je trouve ça intéressant de voir différents angles puis de développer sa propre philosophie un peu personnelle. Vas-y, Pierre. Tu étais quel genre de coach au début? Moi, perso, quand j'ai commencé à coacher, je me cherche, j'essaie de... Souvent, on réplique l'expérience qu'on a reçue. Ouais, sûr. Tu étais quel genre de coach avec tes gars? Moi, j'ai toujours été très intense, là, mais Okay. peut-être je suis tellement pas comme ça. J'ai comme une double personnalité. Ben oui, parce que tu me dis ça, puis ça n'a pas l'air. Je suis quelqu'un de très, très réservé dans la vie, là, très gêné, mais là, c'était peut-être ça aussi, le football, je m'extériorisais beaucoup en faisant ça comme entraîneur. Donc, mais j'étais quelqu'un d'intense. J'ai gardé ça longtemps. Je pense que c'est depuis un certain nombre d'années là, que je pense que les choses changent un peu, mais j'ai toujours été quelqu'un de très intense, mais très enthousiaste, très intense. Je pense que rapidement, moi, le football aussi, j'avais
j'avais été impressionné par les quelques entraîneurs que j'avais eus. L'enthousiasme, je trouvais ça contagieux. Puis moi, quand je me faisais coacher par du monde qui était enthousiaste, j'ai un peu essayé d'être comme ça. J'étais quelqu'un qui embarquait sur le terrain, qui était préparé, puis qui était enthousiaste, mais qui était intense. Je m'en cache pas. Mais jamais de personne. Ça n'a jamais été personnel, moi. C'était jamais. J'étais quelqu'un des fois qui, je pouvais crier fort, je pouvais parler fort, mais jamais personnel. Mais moi, j'étais enthousiaste. J'étais bonne intensité, définitivement. OK. Cool. Fait que tu restes combien de temps au total, combien de saisons au total à Marie-Victorin? Oui, je reste 2 saisons à Marie-Victorin jusqu'à temps que malheureusement le programme ferme les portes. Okay. Ouais. Puis à ce moment-là, je suis retourné aux sources. Je suis retourné au Collège Notre-Dame où j'avais eu la piqûre du football. Ouais. Puis je suis retourné coacher là à l'époque avec Jacques Gauthier. Puis c'est vraiment lui qui m'avait donné la piqûre. Puis ça a été des belles années. Là. Tantôt, je reparlais de... Ça, pour moi, c'était vraiment quand on dit retourner un peu aux sources, de là, juste entraîner une position. Je n'étais pas coordonnateur. Puis ça, j'aimais beaucoup ça. Là. Ça fait du bien, mais je n'ai pas été là longtemps. J'ai coaché 2 ans là. Puis même déjà la 2e année, là, je m'étais rembarqué au football, au collégial avec le Vieux-Montréal. OK. Ouais. T'avais-tu joué au foot avant Notre-Dame? Non. Okay. Puis à l'époque, là, ça n'existait même pas le cadet. Là. Moi, j'ai commencé le football au printemps secondaire 3. Là. Parce que c'est drôle, je parlais de ça avec des coachs qui coachaient à Team Québec hier. Puis, tu sais, j'essayais de... comme Notre-Dame en est un, mais il y a plein d'autres écoles, il y a plein d'autres programmes, des bons programmes, qu'on a tout le temps l'impression que c'est rempli de joueurs de football, mais je veux dire, t'en as un exemple, t'avais pas joué au foot avant Notre-Dame, t'as commencé là, puis tu l'as dit, t'as eu la piqûre. Ouais. Comment qu'on réussit à donner la piqûre à un jeune du foot pour peut-être des écoles que justement ils disent tout le temps on n'a pas assez de joueurs qui sont intéressés au foot. Qu'est-ce qui t'a accroché? Moi, ce qui m'a accroché, c'est la dynamique d'équipe là, totale. Là. Moi, j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup de sport, mais beaucoup de sport individuel. J'étais un joueur de tennis là, qui était. Écoute, quand j'étais chaud au football, oui, j'avais joué au hockey, au baseball. J'avais pas mal, j'en ai fait pas mal. Là. Mais le football, en termes de dynamique d'équipe, puis en termes de, oui, à l'époque, ces entraîneurs-là, c'était certainement pas des grands stratèges qui t'enseignaient les X and O's, mais à cet âge-là, ça c'est un autre point. Tu parles de te donner la piqûre. En tout cas, moi, je ne sais pas, mais en secondaire 1, secondaire 2, même si je le dis souvent, encore une fois, c'est bien beau les X and O's, mais il y en a plusieurs que tu vas endormir plus que d'autres choses avec tes X and O's. À un certain point, tu cherches à leur donner la piqûre. Tantôt, je vous parlais d'enthousiasme. Moi, je n'ai pas vraiment eu à entraîner ces jeunes-là, mais quand je vois qu'on fait des camps puis nos joueurs les prennent en charge, notre programme de mini-football, je veux dire, puis je le dis souvent aux gars, puis on s'est un peu replacé par rapport à ça, parce que, tu sais, oui, rapidement, tu peux tomber dans le piège des X and O's. Puis là, on va faire... Mais ces jeunes-là, là, tu penses, c'est pas ça qu'ils ont de besoin. Là. Ça, ce que tu veux vendre, c'est ça, c'est cette dynamique d'équipe-là, c'est l'enthousiasme. Ça, c'est non négligeable. Puis moi, je pense que c'est quelque chose qu'on néglige encore aujourd'hui, des fois, avec les plus jeunes. C'est non négligeable. Puis maintenant, avec le programme mini-football, on le voit, tous les parents, tous les témoignages qu'on a. Puis c'est ça qu'il faut vendre. Et non, comme il y a eu un certain nombre d'années où nos joueurs se faisaient prendre dans des joueurs universitaires qui disaient qu'ils voulaient gagner, puis que là, let's go, on va faire telle stratégie, puis ça. C'est ça, c'est pas ça qui donne, je pense. Là. Donc, moi, c'est ça qui m'a donné ma piqûre. Puis c'est pour ça que je dis que c'est ça qui est intéressant, c'est que moi, à Notre-Dame, justement, je veux dire, les entraîneurs qui, à ce moment-là, c'était pas des entraîneurs de football, c'était des éducateurs qui donnait la piqûre de ce sport-là. Donc, c'était de l'enthousiasme, c'était de l'intensité, c'était de la discipline, c'était ça, là, tu sais. Donc, moi, c'est ça qui m'a donné la piqûre de la dynamique d'équipe. C'est plus tard qu'éventuellement les X and O's arrivent. Je pense qu'aujourd'hui, la game elle a évolué, où est-ce que là, oui, les jeunes de secondaire 4, secondaire 5, tu sais, là, oui, maintenant... plus de stratégie, tant mieux. Maintenant, les jeunes, il n'y a pas de limite à ce qu'ils peuvent voir sur les YouTube de ce monde, puis tout ce qu'ils peuvent voir. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut négliger l'aspect de l'enthousiasme et la dynamique d'équipe. Non, ouais. Tu peux-tu juste être sûr de comprendre les mini rouges et or? Moi, dans ma tête, c'est un camp de jour, mais ils font des matchs? Oui, c'est un programme quand même qui est échelonné sur 8 week-ends. Puis on appelle ça la Ligue parce que oui, ils jouent des matchs. Okay. Mais maintenant, c'est sans contact. Là. Depuis un certain nombre d'années, on a éliminé le contact. Avant, il y avait du contact. Maintenant, il n'y a plus de contact. Mais tu sais,
c'est ça qui est drôle, c'est que tu vois l'évolution de le foot se développe, puis là, oui, les X&Os, puis pendant ce temps-là, nous, avec notre programme mini-foot, on a réduit le nombre de fois qu'on pratiquait, on a réduit les... Tu sais, c'est redevenu encore plus développer des techniques de base, développer de l'enthousiasme, développer de la joie de jouer au foot, de faire du sport. C'est pour ça que je te dis que des fois, là, c'est oui l'évolution, mais il ne faut pas aller trop vite non plus des fois. Ouais. Quand tu es en secondaire 1, là, puis tu es un jeune, tu n'as jamais... Je veux dire, X&Os, là. Non, c'est pour ça que... C'est ça. Moi, c'est comme ça que j'ai eu à piqûre. Puis, puis j'ai beaucoup très reconnaissant des gens à ce moment-là là, qui étaient des super éducateurs. Là, puis que, écoute, on se dépassait. En tout cas, moi, j'ai adoré ça. Non, c'est bon. Ben, ça revient à t'accroches pas un joueur à venir jouer au foot avec le meilleur playbook du monde. Non, vraiment pas. C'est bon. Vraiment pas. Donc, tu as fait 2 ans au Trappeur, 2 ans au Cactus. Après ça, tu as mentionné que tu étais allé au Vieux-Montréal. Ouais, j'ai fait 3 ans au Vieux-Montréal. Les 2 premières années comme entraîneur des receveurs, encore. J'adorais coacher cette position-là. Puis la dernière année, la 3e année, comme coordonnateur offensif. Puis ça, quand c'est arrivé, est-ce que c'est encore un départ qui a fait qu'après ça, tu as... Absolument. Absolument. Ouais. À ce moment-là, j'avais pas de... C'était pas ça que je visais. Là. Je faisais ça pour le plaisir. À ce moment-là, Marc Santerre m'avait demandé d'être coordonnateur offensif. J'étais même pas trop sûr au début. J'avais dit OK, let's go. Puis, encore une fois, vécu. Mais cette année-là, j'ai vraiment vécu une piqûre. Là, une autre piqûre, mais là, je te dirais plus une piqûre. Là, plus la piqûre X&Os, un peu plus. Là, j'ai beaucoup aimé ça. Là. J'avais un bon groupe. L'approche stratégique, préparation, je trouve, était... Puis là, c'est là que ça m'a donné un peu l'élan pour essayer un peu le niveau universitaire à ce moment-là. Donc, ça, c'était quand même un point tournant cette année-là. C'est un peu drôle parce que c'est une année, c'est ça que je n'étais pas sûr au début. Puis Marc m'a convaincu, puis finalement, c'était une super belle année. Puis là, j'ai vraiment aimé mon expérience comme coordonnateur. Je me sentais plus près cette année-là. J'étais content de comment j'avais dirigé les joueurs. C'était une belle année. Sans rentrer nécessairement dans la stratégie, mais ça ressemblait à quoi ton attaque? Qu'est-ce que tu essayais de faire? Comment ça évoluait? Peut-être même par rapport à ta première année à Marie-Victorine? Ouais, ben écoute, moi, c'est une année que je me souviens. Évidemment, personne ne peut se souvenir de ça, mais avait quand même été une super belle année, entre autres au point de vue aérien, puis en termes au point de vue, tu sais, le football à 4 essais, tu sais, nous, c'est un peu ça qui est particulier au Québec, on vit le football à 4 essais, 3 essais. Moi, c'était ma dernière expérience, c'est pas des farces, c'est ma dernière expérience avec, mis à part les teams certaines Team Canada aux États-Unis. Des Team Canada que j'ai vécu. Donc, c'était vraiment ma dernière expérience au football à 4 essais. Puis moi, au football à 4 essais, pendant longtemps, j'étais allé en voir des matchs, puis je le dis sans prétention, mais j'avais tout le temps de la misère avec... je trouvais beaucoup qu'on était pris dans ce premier essai-là. Je trouvais qu'il se passait pas grand-chose sur le premier essai, entre autres. J'ai tout le temps trouvé ça à 4 essais, où est-ce que je me disais... Il y avait une forme c'était conservateur, je trouvais, en premier essai. Puis moi, cette année-là, c'est sûr que j'avais le luxe d'avoir un très bon carrière, des bons receveurs, mais j'ai trouvé qu'on avait un jeu beaucoup plus ouvert en premier essai. Puis ça, j'étais vraiment fier de ça. Mais c'était dans la simplicité. J'avais pas des millions de connaissances à ce moment-là, mais ça reste que c'est bien beau les connaissances, mais après ça, c'est... le play calling, c'est ça, le jour du match, c'est comment tu appelles les jeux. T'sais. Puis moi, j'étais très agressif quand même cette année-là. Puis ça, j'avais été assez fier de ça en termes d'approche parce que on était encore là, dans le football à 4 essais. T'sais, on a amené le football à 4 essais parce qu'on pensait que ça allait aider les offensives. D'un autre côté, des fois, je trouve qu'on a vécu... Là, je suis content de voir que les carrières, ça commence à se développer, mais en tout cas, moi, je peux dire que plusieurs années au Québec, on aurait eu intérêt à s'asseoir autour d'une table pour jaser du développement des carrières parce que, écoute, il y a des années, c'était je m'en cache pas, je trouvais ça triste au Québec. Des fois, on regardait toutes les carrières, les ligues de l'Ouest, les ligues de l'Ontario, ça passait le ballon à tour de bras. Nous autres, on était dans notre ligue universitaire. Notre fierté, c'était les défensives parce que, je veux dire, mais il n'y avait pas beaucoup de carrières qui se développaient. Là, je suis vraiment content de voir où est-ce qu'on s'en va. Moi, je parle à notre niveau, notre ligue, elle s'en vient de plus en plus excitante parce que, puis il faut arrêter de se cacher, là. Pourquoi la NFL est si bonne depuis quelques années? C'est à cause des carrières. Il y a eu une époque où la NFL, je trouvais ça archi plate.
Puis j'aimais la CFL. Je veux dire, c'est une affaire de corps arrière. C'est un sport de corps arrière. Ça te prend des corps arrière. Je l'ai tout le temps dit. Les corps arrière t'amènent au... Oui, les défensives gagnent les championnats, mais les corps arrière t'amènent au championnat. Tu as besoin de ça. Donc, moi, j'avais déjà un peu cette perception-là. Mais pour développer des corps arrière aussi, il faut aussi que tu aies une approche. Je veux dire, si ton corps arrière t'attends toujours à ton 3e et 10 pour lancer le ballon, c'est sûr que c'est dur pour lui aussi. Il faut que tu le mettes. On vit la même affaire au football canadien. Et là, c'est juste un peu différent. Mais si ton carrière t'évalue ses capacités de passeur seulement en 2e et 10, pauvre lui, à un certain point, il faut que tu sois. Il faut que ce premier essai-là à 4 essais, selon moi, je trouvais qu'on était très conservateur. Donc, moi, ça, c'est mon dernier souvenir au Vieux-Montréal. On était très agressif là-dessus. Donc, tu me parles genre d'attaque. Ouais. Genre d'attaque, je me souviens, moi, le premier essai, je me disais, tout est possible dans cet essai-là. Parce que tu parles de carrière, est-ce que, tu sais, quand tu dis on aurait eu intérêt à s'asseoir autour d'une table, est-ce que c'est le 4 essais versus le 3 essais qui... J'ai pas la réponse. Je te dis juste que c'est un peu dur de développer une position aussi importante dans... Il n'y a pas grand monde, il n'y a pas grand place au monde où le football du football. Je veux dire, même dans l'Ouest, je pense plus que ça existe, le football à 4 essais. Là, je ne veux pas me tromper, mais ils sont dans du football à 3 essais. On est la seule place. Tout le reste du Canada joue 3 essais. C'est assez particulier. Donc, je ne suis pas en train de dire, je veux que ça soit bien compris, là, je ne suis pas prétentieux de ça, puis je veux pas non plus, j'ai pas nécessairement la réponse. Mais je dis c'est un peu complexe de développer justement cette position-là si importante dans des footballs si différents. Puis tu parles, juste à ça, le seul endroit au monde, c'est la dualité de que ça switch entre 4 et 3. Exactement. C'est ça. Nous, on recrute des gars qui ont joué un football complètement différent. Je veux dire, c'est un peu particulier. C'est un peu particulier à ce niveau-là. Donc, mais c'est facile pour moi. Je suis dans le gars à 3 essais qui dit, là, tu pourrais me poser la question, est-ce que tu veux dire que tout le monde devrait changer à 3 essais? Non, j'ai pas nécessairement la réponse pour l'instant à ça. Je dis juste que pour développer des carrières, peut-être que c'était difficile à ce niveau-là. C'est tout ce que je veux dire. Puis oui, moi, puis je te parle que ça fait pas, là, je suis pas en train de vous parler d'histoire d'il y a 15 ans. Là. Je veux dire, en 2018, là, on a gagné au Québec. Là, puis je te le dis tout de suite, dès qu'on prenait les devants par 2 scores, je fermais la shop. Ça veut dire que je courais avec le ballon, on battait le ballon d'un coin. Puis je savais que les chances qu'une équipe... Si on ne faisait pas d'erreur, les chances qu'une équipe revienne dans le match étaient... C'est pas le fun de faire ça. Pas pour rien qu'après ça, j'étais arrivé à la demi-finale canadienne, finale. Et là, moi, c'était le festival. J'étais content parce que je sentais qu'on pouvait ouvrir le jeu parce que là, on affrontait aussi. Mais je te dis juste que ça, c'était un peu plate. Des fois, tu peux vivre une mauvaise année. J'ai trouvé quand même qu'au Québec, on en a vécu plusieurs. Puis bien du monde dirait, ouais, mais toi, à Laval, t'étais chanceux, t'as eu Hugo. Ah oui, absolument, j'ai été chanceux. Puis ça, je dis pas qu'il y a d'autres coordonnateurs, peut-être dans d'autres équipes, qui malheureusement n'avaient pas. Je dis juste que je trouvais ça dommage qu'il y avait si peu de corps arrière au Québec. Je ne sais pas, encore une fois, quand il aurait fallu s'asseoir à se dire, qu'est-ce qui se faisait au scolaire, au collégial, est-ce qu'on réussissait à développer les carrières? Puis peut-être qu'on est responsable aussi, ça peut être des cliniques, ça peut... Mais juste que le football, c'est excitant. C'est un sport qui est bâti autour d'une position. C'est ça qui est extraordinaire. Il ne peut pas gagner à lui tout seul, mais c'est certain que ça fait quand même une grosse différence. Je pense que la Coupe Dunsmore l'année dernière, on ne l'a pas gagnée, mais je pense que les fans qui regardaient ça, c'était un match excitant. C'est excitant. C'est ça. Donc, ça fait partie de la game, je pense. Je pense qu'on s'en est déjà parlé, mais tu sais, des fois, t'as une pratique, il manque un coach. Il faut que tu patches une pratique. On peut, en tout cas, je pense qu'on s'en a déjà dit, mais on peut patcher pas mal n'importe quelle position. Mais moi, perso, tu me demandes de coacher une pratique carrière. Il se passe quoi, Pierre? Il se passe pas grand-chose. On fait du patcher toute la pratique? Mais c'est la réalité, c'est quand même spécifique. On dirait aussi que c'est pas... c'est pas facile, là, coacher les carrières. Là. C'est très dur. C'est très dur. Même moi, je trouve ça dur. Donc, je veux dire, non, c'est ça. Non, mais c'est pour ça que je te dis, là, c'est pas... c'est pour ça que je parle. Il faut en parler. Éventuellement, il aurait fallu en parler parce que c'est dur. Exact. C'est dur de travailler. C'est une position qui est difficile à coacher. Encore une fois, c'est une position qui va avoir différentes approches parfois. Mais tu sais, je pense qu'il y a certaines...
il y aurait des discussions à avoir. Puis, il se passe des choses au sud, aux États-Unis, comment qu'eux autres développent leurs gars, il y a peut-être des sujets qu'on pourrait avoir. Mais c'est juste de dire que c'est une position qui est extrêmement dure à coacher. C'est dur à coacher techniquement. Tantôt, tu me posais des questions au niveau mentalement. Mais pendant longtemps, je le disais. J'arrivais. Puis je me souviens que de mes années au scolaire, c'était qui les meilleurs athlètes sur l'équipe? C'était le middle linebacker, c'était le running back, c'était le... je peux même pas dire les receveurs, mais la plupart du temps, un des linebackers, tailback, peut-être un D-line, un DN. Mais moi, à chaque fois, je me disais... Puis là, à la fin de la pratique, tu regardais lancer le ballon, puis tu étais là. Regarde, c'est lui que je veux comme carrière. Aux États-Unis, là, je veux dire, tu regardes, là, les carrières, souvent, c'est pas mal les meilleurs athlètes de leur équipe. Donc, ça, c'est maintenant, c'est beaucoup mieux. Là, regarde des noms, j'aime pas ça de nommer des noms, mais là, commence à regarder les noms, c'est des athlètes. Puis là, faire attention, les athlètes, c'est pas tout le temps grand, gros, vite. Là. Moi, je donne tout le temps l'exemple de Benoît Groux. Benoît Groux, certainement pas, lui, ce serait l'exemple, tu dirais pas, mais c'était un gars qui était extrêmement habile dans tous les sports. Tu voyais que c'est quelqu'un qui avait fait beaucoup de types de sports dans sa vie. Tu sais, quand on parle de développer un athlète, là, la polyvalence aussi dans les écoles secondaires, jouer au foot, jouer au basket, nous, on croit à ça. Là, Glenn et moi, on en parle tout le temps, on croit à ça, là, développer plusieurs sports. Ça développe des bons athlètes. Puis Benoît Groux, je me souviens comment il était habile à faire n'importe quoi. Puis ça se traduisait après dans son jeu de carrière. Mais moi, quand j'arrivais et je voyais un carrière que c'est pas le meilleur athlète de son équipe, tu joueras au basket, il y a de la misère à dribbler, il y a de la misère. En partant, là, tu pars une couple de strikes contre toi pour essayer de le développer comme carrière. Ouais, c'est vrai. Ouais. Question juste comme ça, là. Je sais pas si tu as un fils, mais hypothétiquement, si tu avais un fils, est-ce que tu le ferais jouer, probablement avec ce que tu dis, tu le ferais jouer probablement plus qu'un sport. Est-ce que ce serait plus le basket ou le baseball? Parce que ces temps-ci, quand tu regardes les carrières pro, souvent, c'est les deux sports. C'est les deux autres sports, en fait, qu'ils ont joué. Par curiosité, je te lance la question. Ça serait... j'ai pas d'enfant, mais ça serait difficile parce que je pense que c'est facile d'avoir une opinion là-dessus, de dire « moi, je voudrais qu'il fasse ça. » Mais au bout de la ligne, je pense qu'il faut s'adapter à qu'est-ce que nos enfants veulent puis qu'est-ce que nos enfants aiment. Puis, mais j'aimerais beaucoup qu'il y ait une certaine polyvalence. Moi, déjà là, je pense que je trouve ça le fun quand je vois un joueur de football qui a d'autres. Tu dis baseball ou basket, mais déjà, je pense d'en avoir un des deux, ou soccer, ou n'importe quoi. Je te suis. Je pense vraiment que ça fait une différence. Je pense vraiment que ça fait une différence. Puis c'est là qu'il faut faire attention de ne pas trop les spécialiser trop vite. Puis je pense que c'est... Mais encore, je ne suis pas dans ce milieu-là, donc je veux faire attention. Je ne veux pas paraître comme celui là, qui se permet des... Non, je sais que c'est pas évident. Je pense qu'aujourd'hui, un jeune qui est bon dans un sport, il a le goût de le développer, il a le goût de se spécialiser. Je comprends ça. Mais encore une fois, je pense qu'aux États-Unis, on voit bien comment la polyvalence, tu parles de baseball, puis éventuellement, je pense que ça l'amène des atouts pour plus tard. Ouais. Vas-y, Pierre. Fait qu'on revient, t'es au Vieux-Montréal, t'es coordonnateur offensif. Ça va bien ou ça va pas bien? I guess que ça va bien parce que là, t'es plus préparé. Après le cégep, puis là, c'est le fun parce que t'as fait cégep, scolaire, cégep. Ouais. Ça va bien parce que j'ai toute une équipe entre les mains aussi. Là. On a toute une équipe entre les mains, donc ça, c'était assez particulier, c'est certain. Mais ça, c'est quand même tout le temps un défi aussi d'avoir du succès avec des bons joueurs. Puis à ce moment-là, c'est vraiment le tournant un peu X&O's, où est-ce que là, vraiment, j'ai, à ce moment-là, encore une fois, au Québec, très peu de stratèges offensifs. Donc, encore une fois, je pense qu'il y avait des spécialistes de la défensive, évidemment, un certain nombre de spécialistes en défensive au Québec, mais je dirais qu'offensivement, en tout cas, moi, personnellement, j'en connaissais pas beaucoup. Ce que je voyais, ce qui m'avait impressionné, disons, de toutes mes années jusque-là, c'était on commençait à avoir des bons entraîneurs de position. Donc, un bon entraîneur de ligne. T'sais, au Vieux-Montréal, c'était ça. Très bon entraîneur de ligne offensive, très bon entraîneur de porteur, très bon. On avait des bons entraîneurs de position, mais il n'y avait pas vraiment de stratège là-dedans. Donc, c'était dur pour moi d'échanger avec ces gars-là au niveau des X&O's.
Puis à ce moment-là, ben, le gars que j'entendais parler beaucoup, qui était un entraîneur professionnel, qui était à Bishop et qui là venait d'être nommé à Laval, c'était Jacques Chapdelaine, qui était vraiment... Puis que je savais que lui, c'était un entraîneur offensif. Donc, j'ai su qu'il s'en venait ici, je l'ai appelé, puis j'ai dit j'aimerais ça. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment d'emploi pour moi, mais il m'a dit je pourrais te prendre comme entraîneur des porteurs de ballon. J'ai dit OK. Je me suis envenu à Québec avec. À ce moment-là, je venais faire l'automne, puis après ça, ça allait être une expérience. Même que je me revoyais peut-être après ça continuer à coacher dans le football collégial, dans la région de Montréal, avec ce stage-là d'automne avec Jacques Chapdelaine. Puis ce stage-là s'est transformé en jamais revenu. Donc, exact. Donc l'année suivante, quand je lui annonçais que je retournais à Montréal, il m'a offert d'entraîner les unités spéciales. Un peu cocasse, mais il m'a demandé si je connaissais ça un peu, les unités spéciales. Puis j'ai été vraiment honnête avec lui. Je lui ai dit absolument pas. Puis j'ai dit, mais tu vois, à ce moment-là, je croyais quand même, à ce moment-là, je suis fier de le dire, mais à ce moment-là, je croyais en mes capacités de leader, puis tu parlais d'enthousiasme, intensité, préparation. Je me disais, regarde, je suis certain là, que si... Puis Jacques aussi était très bon dans les unités spéciales. Ça, j'avais dit, écoute, si tu me donnes un peu le temps, là, ça devrait aller. C'est parfait. Puis à ce moment-là, ils m'ont engagé à temps plein. Ah ouais. Savais-tu que ça se pouvait, ça? Non. Faire du foot non, pas à ce plein? moment-là. Non? Ça n'a jamais été ça le but. Non, ben c'est à partir de là un peu. Puis même là, à ce moment-là, ça demeurait encore une expérience que j'allais pousser. Là. Mais tu sais, je veux dire, là, les choses ont évolué vite ici. Où est-ce que Jacques a quitté... ça a tellement été une vague, là. Tu sais, je veux dire, tu arrives ici, t'es entraîneur des porteurs de ballon dans un programme. Moi, vraiment, je le dis encore une fois sans prétention, je m'en venais apprendre du football offensif. Mais à ce moment-là, j'avais pas l'impression que je me joignais à ce que Laval allait devenir. Je veux dire, c'était un programme qu'on ne savait pas c'était quoi à Laval. On ne savait pas. On venait de faire une année intrigante où il avait réussi à gagner un match. Mais moi, je suis arrivé là-dedans. Certainement que le noyau de joueurs à ce moment-là, tu n'avais pas l'impression qu'on avait les joueurs pour y arriver encore. Puis je vais le donner. Je me souviens quand Jacques a parlé de Coupe Vanier la première fois dans ma tête, je me suis dit de quoi qu'il parle. Il est fou, lui. Le ciel lui est tombé sur la mais tête. je vais y donner. Il y avait cette vision-là, puis rapidement, il a instauré un niveau de discipline, un niveau de rigueur dans le programme. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que c'était une vague. Donc, 97, je vis une année que je me vois comme un stagiaire. 98, je me retrouve comme coordonnateur des unités spéciales. Je connais rien là-dedans, mais j'adore ça parce que j'ai un contact avec toute l'équipe. J'ai beaucoup d'enthousiasme dans ce temps-là. Je veux dire, comme... C'est la chose que j'ai compris le plus vite d'être coordonnateur des unités spéciales, c'est que tu es un vendeur au plus haut point. Il faut que tu réussisses à vendre à toute une gang de gars qui, eux autres, c'est pas leur priorité. Ils veulent jouer en offensive, ils veulent jouer en défensive. Toi, tu arrives, le gars qui... Pour moi, c'était le plus bel exemple là, de vente. Là. Cette fois-là, je me suis transformé en vendeur. Là. Il fallait, puis ça, là, ça te demande... le coordonnateur des unités spéciales, ça devrait toujours être ton entraîneur le plus enthousiaste dans l'équipe. Je veux dire, en ce moment, nous, c'est Mathieu Bertrand. Je veux dire, c'est ça que c'est. Donc, j'ai adoré ça. J'ai trouvé que j'ai compris le rôle. Je connaissais pas parfaitement le rôle, mais avec de l'aide des entraîneurs autour, mais j'avais compris cet aspect-là. Puis ça, à ce niveau-là, je pense que je l'ai bien fait. Mais là, c'est ça. Donc, tu vis ça 98, puis première nouvelle, 99, tu fais une run pour la Coupe Vanier, tu gagnes la Coupe Vanier. C'était quand même un peu insensé, cette histoire-là. Là. Mais ça s'est passé vite. 2000. Le 2000, je commençais à sentir que là, je commençais à maîtriser les unités spéciales. Et là, à la fin de 2000, Jacques a quitté. Glenn est devenu entraîneur-chef. Et là, il m'a offert de devenir coordonnateur offensif en 2001. Puis à partir de là, j'ai pas mal tout genre. J'ai eu une petite pause là, pendant un certain temps de 2 ans, mais j'ai été coordonnateur offensif depuis. Mais retiens, l'entraîneur le plus enthousiaste devrait avoir tes unités spéciales. Ça, c'est bon. Oui, absolument. Je le crois vraiment. Ça fait bien du sens. C'est un joueur, il faut que tu... J'avais jamais fait le... Mais ouais. Ouais. Puis moi, je m'en cache pas. Là, je te dis, je suis définitivement pas celui qui était le plus connaissant au niveau des unités spéciales. Mais oui, il y a des connaissances. Encore une fois, oui, il y a des schemes. Mais à un certain point, c'est énormément d'intensité. Il faut que tu réussisses à convaincre un joueur
un joueur qui revient d'une série défensive ou d'une série offensive, d'aller te donner un des plus gros efforts de la journée. Ça, c'est de la vente, là. Écoute, incroyable. Puis je pense qu'une des façons de vendre ça, c'est ça, ça te prend de l'enthousiasme. T'avais-tu un... Souvent, les coachs d'unité spéciale ont une phrase ou un truc accrocheur. T'avais-tu un truc... Ouais. Non, je peux pas, je me souviens pas de... C'était une bonne question, mais non, pas... non, mais encore une fois, là, c'était... C'est ça, là, c'était tout le temps les meetings, tu sais, quand tu arrives devant toute l'équipe, tu sais, je me verrais, c'est drôle aujourd'hui, des fois, je me disais, je me reverrais-tu refaire les unités spéciales? Il y a un côté, oui, par rapport à le contact avec tous les joueurs de l'équipe. Ça, c'est quelque chose que, dans les dernières années, j'ai senti que je me suis déconnecté des joueurs de la défensive, puis je les regrettais un peu, puis là depuis l'année passée, je porte plus attention à ça, juste en dehors du terrain, les contacts avec les joueurs. On dirait que je connaissais moins les joueurs, puis ça, je trouvais ça dommage. D'où là, les unités spéciales, j'adore ça pour ça, le contact avec toute l'équipe. Ouais. Mais ce que je trouverais dur, en tout cas demain, là, ça serait cet aspect-là, enthousiasme là, d'arriver devant le groupe. Là, puis là, c'est ça, comme je te dis, là, c'est pas juste de leur vendre à l'offensive, tu es beaucoup plus posé, tu arrives avec ton scheme. Bon, oui, il faut que tu vendes l'idée que ça va fonctionner, puis là, ils vont y croire, mais c'est fait d'une façon, tu as plus de temps, on dirait, pour arriver à ce que tu veux, tu as la semaine pour arriver à les convaincre. C'est une tête spéciale, des fois, c'est que tu n'as pas grand temps. C'est comme tu as un 10 minutes sur le terrain, tu as un petit meeting, puis là, c'est là qu'il faut que ça... Là, des fois, c'est pour ça que je dis que le X and O's, des fois, il faut que tu fasses attention, le oui, X and O's, mais il y a toute cette espèce d'excitation-là qu'il faut que ça soit contagieux auprès de tes joueurs. Ouais, vraiment. Tu as déjà fait des unités spéciales, toi? Ouais, j'ai déjà fait, cadet, ouais. T'étais assez enthousiaste? Oui, ben oui, non, mais oui, vraiment, là, parce que c'est vrai que c'est ça, là, c'est vraiment un job de vendeur, parce que, je vais pas répéter, là, mais les gars, souvent, ils en ont rien à foutre, là. T'sais, on va dire les vraies affaires, là. T'sais, surtout en pratique, là, quand t'arrives, mettons, à la 3e semaine d'octobre, là, tu calls punt, on va pratiquer punt, puis on va pratiquer la protection. Ben, des fois, les gars, ils sont sloppy, là. Tu comprends ce que je veux dire, là, je te dirais que c'est un peu plus facile à 3 essais. Ça, vraiment, c'est une plus souvent. Parce qu'à 3 essais, il y en a tellement que là, tu peux tellement vendre l'aspect du cliché, un tiers. Là, mais même sans parler du 1 tiers, c'est facile de dire aux joueurs, écoute bien, là, bottées de dégagement, là, comme on dit tout le temps, même si l'offensive gagne 500 verges aujourd'hui, là, des bottées de dégagement, ils vont en avoir. Ouais. Versus le football à 4 essais, où quand une offensive domine une journée, il n'y a pas de punt. Il n'y a pas de punt. Ouais. Football canadien, il y en a tout le temps. Tu t'en sors pas. C'est quasiment jamais que tu vas être en bas de 6 bottées. C'est souvent autour de 10. Ça, rapidement, tu es capable de mettre des statistiques dans leur face pour dire « Hey, tu vas avoir un impact. Ouais. » Ça, c'est peut-être probablement un peu plus facile. Tu parlais que quand au Vieux-Montréal, tu as essayé d'être moins conservateur sur le premier essai à l'offensive. Est-ce qu'une unité spéciale aussi, tu avais cette mentalité-là de plus de fake, plus de risques, plus de... Non, pas vraiment. Ben, encore une fois, les unités spéciales, tu sais, c'est l'entraîneur-chef. On parle souvent les fakes. Tu sais, ça revient. C'est une décision. Sur les unités spéciales, ça revient à l'entraîneur-chef. Tu sais, donc, c'est pas. Tu ne prendras pas une décision. En tout cas, moi, dans les équipes que j'ai été, les années avec Jacques Chapdelaine, je me serais mal vu décider de prendre moi-même la décision de faire un fake. Il y a même une anecdote un jour que notre batteur avait. Dans un gros match en 80. Ma première année, d'ailleurs, je me souviens, dans un gros match de série, notre botteur qui était assez particulier à l'époque, là, qui était un genre de nickel linebacker, donc il pouvait tout faire. Puis il avait décidé de décamper par lui-même pour un premier jeu, puis il l'avait eu par des pouces. Puis je me souviens encore de l'entraîneur-chef qui me regarde en voulant dire, tu sais, c'est-tu toi qui as appelé ça? T'sais? Puis moi qui en tremblais quasiment pour lui dire, non, j'ai rien à faire là-dedans. Là. Il a fait ça par lui-même. Là. J'ai pas... non, les unités spéciales, c'est pas vraiment... Ça devrait... en général, en tout cas dans notre équipe, dans les équipes en général, les décisions... quand il y a quelque chose de différent, c'est une décision qui vient de l'entraîneur-chef. Ouais. C'est complètement l'inverse de... Je t'avais-tu compté? Il y a une année... Tu sais, bon, je coachais du cadet. Vas-y. Puis j'étais entraîneur-chef. Puis le commentaire d'une unité spéciale, il a fait un fake le premier match, mais il me l'a pas dit. Fait que, puis je collais l'offensive aussi. Fait que moi, j'attendais, tu sais, j'étais en train de planifier la prochaine drive offensive. Il collait un fake. L'offensive rembarque, j'étais pas prêt. Puis là, j'ai un petit peu fâché, mais ça a marché. Là, le running gag toute l'année, c'est qu'à tous les matchs, on se forçait à faire un fake. Puis
Puis là, vu que ça a marché le premier match, j'ai dit, OK, c'est beau, dis-moi le plus. Puis ça a marché toute l'année. Okay. Toute l'année, il a fait un fake sans me le dire, mais il a marché ouais, c'est ça. C'est délicat un peu parce que c'est ça. Mais on s'entend là, c'était du cadet. Là. Non, c'est ça. On revient à l'enthousiasme du début. Les gars, ils tripaient sur les unités spéciales parce qu'ils savaient qu'à toutes les semaines, il allait avoir un nouveau fake. Oui, absolument. T'sais, pour ça, c'était le fun. Mais ça, c'est intéressant aussi, là, les fameux fakes, puis les jeux truqués, puis les... Mais tu sais, combien de monde en ont dans leurs... Tu sais, une place... Moi, je suis venu à un point de comprendre que, tu sais, si t'as bien beau avoir ça, si t'es fait jamais... Exact. Ils viennent, que ça leur passe 20 pieds par-dessus la tête. Ça, même les gens, ils ne croient plus. C'est ça, exact. Donc, mais ça peut devenir une façon plus jeune de trouver un intérêt pour ça, mais... À notre niveau, c'est sûr que les décisions, tout ce qui sort de l'ordinaire d'une unité spéciale, c'est sûr que ça va être approuvé par l'entraîneur-chef. Le bon coordonnateur des unités spéciales, ben, il va convaincre, il va dire à l'entraîneur-chef, hey, le jeu truqué, il est là, je pense qu'on pourrait, tu vas lui donner. C'est une vraie job de vendeur, faut même que tu te vendes au. Ouais, faut que tu le vendes même à l'entraîneur-chef. Ouais. C'est bon, ça. Première année comme coordonnateur offensif au Rougeur de l'Université Laval. Comment ça s'est passé versus tes expectations? Ça allait vite, ça aussi, je te dirais. Au départ, premier match, un désastre. Une défaite ici devant, je pense, 19 000 personnes. Mais une des choses... Désastre, ouais, tant que ça. Ben, on était vraiment... on avait une très bonne équipe. Donc, on avait, je pense, des objectifs très élevés. C'était le premier match à Glenn et moi comme coordonnateur. Tu joues ton match d'ouverture, on n'en a pas perdu souvent au fil des ans. Si tu joues ton match d'ouverture, comme je t'ai dit, grosse foule, tu parlais de transition, nouvel entraîneur-chef, c'est ça, on vivait une transition, donc tu es excité, c'est le premier match, puis c'est un match on a perdu, un match qui était difficile offensivement. Donc là, c'est sûr que rapidement, là, les remises en question, ça vient vite. Là, tu te remets en question rapidement. Mais une des choses qui m'a le plus aidé ce jour-là, c'était mon entraîneur des carrières, Sébastien Lavoie, qui... on parlait de ce match-là, puis là, je me remettais en question. Puis c'était intéressant parce que lui, il dit... T'as pas été toi-même cette journée-là. Il dit t'as appelé le match comme Jacques Chapdelaine l'aurait appelé. C'est comme si t'as pas été. Puis ça, je m'en souviens encore à ce jour parce que ça m'a super aidé. Ça m'a j'ai réalisé que une place, il faut que ça soit... Puis ça, c'est peut-être un bon truc pour les... Mais il faut que ça soit toi. Il faut que tu assumes qu'est-ce que tu fais. Ça veut pas nécessairement dire que ça fonctionne, mais je veux dire, il faut que ça... Puis cette journée-là, c'est vrai que peut-être que j'avais pas appelé le match comme Justin Thier, je l'avais appelé comme je l'avais appris les années d'avant. Puis à partir de là, ça a vraiment été un bon turnaround rapidement pour moi, où est-ce que là, j'ai dit non, là, il y a des affaires que je voulais faire, j'ai dit on va les faire. Puis rapidement, ça a mieux fonctionné dès la semaine d'après. Puis ça a quand même été une belle année. Donc, c'est ça. J'ai appris, t'apprends rapidement. Puis... Mais moi, j'ai tout le temps été quelqu'un qui se remettait en question. Puis se remettre en question, c'est très positif. Ouais. Ça peut être négatif si t'en reviens pas, mais je veux dire, moi, j'en reviens. Mais oui, remise en question. Puis il n'y a pas un match de football que je remets pas, que tu sais, j'analyse pas tous les appels que j'ai faits. Puis ça. C'est à partir de quand aussi que tu t'occupes des carrières? Ben, les carrières, ça a toujours été assez sporadique dans mon cas, dans le sens que j'ai tout le temps été chanceux d'avoir des entraîneurs de carrière. Donc, je ne suis pas un spécialiste technique des carrières. Il y a tout le temps eu des entraîneurs au fil des ans. Des années, ça se retrouvait que c'était un peu moi. Mais tu vois, un des bels exemples, c'est à la 3e année d'Hugo Richard, on avait un entraîneur pour lui qui a dû quitter. Puis là, on a commencé sa 3e année, que c'était moi, son coach des carrières. Puis Hugo a eu un début de saison un peu difficile. Encore une fois, difficile. Faut faire attention. Là. Il était très bon, mais de nos standards à nous, c'était plus difficile. Puis c'était intéressant. Puis c'est là que Mathieu Bertrand est venu voir. Mathieu, depuis qu'il était revenu des pros, il était entraîneur des fullbacks, unité spéciale, mais il ne s'occupait pas des carrières. Puis Mathieu est venu me voir et il m'a dit hey, Justin, dis-moi, il dit, j'ai bien beau avoir été fullback 9 ans, il dit, tu le sais comment j'aime carrière. Il dit, j'aimerais ça. Il dit, si tu veux, là, moi, je peux recoacher les carrières. Tu sais, ça pourrait. Puis ça a vraiment été super. J'ai été chanceux de ce point de vue-là parce que Mathieu, j'ai même pensé que c'était un peu un point tournant pour Hugo. Par rapport au fait de... Je pense que Mathieu, il a été capable de connecter avec Hugo par rapport à ce que Hugo vivait
comme carrière au niveau ce qu'il vivait à Laval, la pression, puis tu sais, Mathieu l'avait vécu. Donc, je pense qu'il y a eu une connexion intéressante du point de vue technique, corps arrière. Tu sais, moi, je continue évidemment à être le coordonnateur, mais ça, je pense que ça l'a aidé beaucoup. Donc, j'ai été quand même chanceux de ce côté-là. Il y a eu des bons entraîneurs de position. Tantôt, je parlais de Sébastien Lavoie, qui est un entraîneur pendant plusieurs années, un gars de Québec, mais un super éducateur, qui est encore dans le milieu de l'éducation, qui est un super éducateur, qui était vraiment un bon technicien. Ça, c'est souvent ça. Quand tu as la chance d'avoir des coachs qui comprennent leur... Tu sais, pas des gars qui aspirent. Tu sais, des fois, c'est dur aussi, là. C'est du monde autour de toi qui aspire tout à... Ben, je veux pas être... C'est pas une affaire paranoïaque de dire qu'il aspire à ton poste, mais qu'il aspire à monter. Des fois, c'est le fun là, quand tu mets la main sur des techniciens. Puis ça, c'était le fun. Tu sais, je l'ai vécu avec Sébastien Lavoie, je l'ai vécu avec Chris Auger aussi. Puis là, Mathieu, qui adore faire les unités spéciales, donc qui adore coacher la position de carrière. Quelqu'un ça, qui complète. Quelqu'un qui peut te compléter. Parce Totalement. que là, c'est pas une question, mais c'est dans le sens... Tu parles d'Hugo Richard. Moi, j'ai souvenir de voir de tes cliniques de Hugo Richard, puis t'expliquais la progression. L'évolution. Ouais, moi, ce que j'aimais beaucoup de cette clinique-là, que tu me demandes la technique, je sais qu'il y avait beaucoup de travail fait sur la présence dans la pochette et tout, mais c'était de voir la progression sur 3 ans, puis je m'imaginais toi, avec Hugo Richard, en train d'y expliquer, puis de développer cette relation-là avec lui, de travailler sur sa technique, bien que, comme tu sembles le dire, tu n'es pas nécessairement un spécialiste. Non, c'est ça. Mais c'est ça qui est le fun, là, de développer cette relation-là, puis... Mais c'est ça. J'ai souvenir de ça, puis pour le reste, moi, j'aimais ça, cette clinique-là, de voir le travail qui avait été fait avec ce joueur-là, personnellement, pour... Ouais, Hugo, c'est une grande fierté, ces 5 ans là, en termes d'évolution. Puis moi, j'ai toujours dit que j'ai appris tout le temps, puis on apprend tout le temps de nos cas. Tu sais, j'apprends des joueurs. Puis Hugo, c'était un parcours, là, écoute, il y a eu des moments difficiles, il y a eu tout ça, mais il a passé à travers ça. Mais j'ai appris beaucoup comme coordonnateur, j'ai appris comment qu'on l'a dirigé, comment qu'on l'a, comme tu dis, l'évolution qu'il y a eu. Puis ça, j'étais assez fier de son parcours. En termes, c'est ça exactement, d'évolution. Puis c'est vrai que j'en parlais dans les cliniques, puis c'est vrai que j'y croyais, puis c'est vrai que, oui, j'avoue qu'à sa 3e année, j'ai commencé un peu à douter certains aspects, de me dire, oh my God, on va-tu y arriver? Puis il est arrivé, tu sais, au 4e, 5e année, c'était comme, oh my God, on se parlait de ça à la 3e année. Donc, ça, des fois, il faut y croire aussi. Mais tu sais, on est tellement impatient aujourd'hui, on est tellement dans une société, on veut que ça aille vite, là, tu sais, tu travailles avec un gars, puis c'est pour ça que c'est dur avec les carrières, parce que tu vois pas les résultats nécessairement instantanés. Ça, il faut que tu travailles, puis on n'a pas beaucoup de temps avec eux, tu sais. Donc... Mais quand tu dis pas beaucoup de temps, c'est-à-dire sur 5 ans ou dans une pratique ou de... Non, ben, je veux dire, si tu as la chance de l'avoir sur 5 ans, c'est déjà là, c'est le fun. C'est pour ça que je dis que Hugo, c'est un vrai parcours de 5 ans. Mais tu sais, des fois, au collégial, ils ont 2, 3 ans. Au secondaire, des fois, comme tu dis, ils se développent tellement à cet âge-là. Je sais pas, c'est ton carrière pendant 1 an. C'est difficile quand même, tu sais. Mais là, quand tu l'as... Puis c'est pour ça qu'il faut faire attention, tu sais. Nous, chaque niveau... Nous, c'est sûr qu'on est... Notre terrain de jeu. Tu sais, c'est sûr que la Ligue canadienne, c'est quelque chose qu'on regarde d'un point de vue stratégique parce que c'est le seul autre football qu'on regarde, c'est un football à 3 essais. Ouais. Donc, tu sais, tu apprends de ça, mais il y a un piège aussi à ça. Moi, je le dis constamment. Là, je regarde, puis je tombe dans le piège d'un fois. D'un coup, je m'arrête, puis je me dis, OK, attends un petit peu. Là. Eux autres, ils jouent 18 matchs. Ouais. Nous, on en joue 8. Leur corps arrière, ça fait 10 ans qu'il est dans la Ligue. Ça se compare pas, tu sais. Puis là, ça, après ça, je trouve que t'as pas... Le danger, c'est ça, c'est de perdre un peu de vue le développement, là, que t'as pas... Il faut que tu évalues combien de temps que tu vas l'avoir, puis c'est ça. Donc, c'est intéressant. Moi, je trouve ça super intéressant. J'ai une autre question pour encore. Es-tu correct? Oui, je suis correct. Okay. Là, tu parles de 10 ans... pas 10 ans, mais de longue saison dans la Ligue canadienne, ben, t'as 10 ans et les matchs avancent et tout. Ouais. Toi, tu prends un carrière qui sort de 4 essais. C'est quoi le plus tough pour un carrière à potentiellement casser ou à quand il arrive aux 3 essais? Ben, ça a l'air... Là, je fais mon curieux de carrière parce que, je veux dire... Je pense pas c'est moi qui parlais plus quand c'était Denis. Hein? C'est pas grave. C'est une position tellement que je connais pas, puis je reviens à ça. Il a l'air d'avoir beaucoup de travail, beaucoup de technique. Ça a l'air d'être une position, même, je dirais, individuelle dans un sport d'équipe.
Tu sais, dans le sens qu'il interagit avec les autres, mais il a l'air très, très seul. C'est quoi qu'il faut que tu casses entre le 4 essais et le 3 essais? Ben, c'est sûr que, encore une fois, les couvertures sont différentes. Les couvertures défensives sont différentes. Les styles qu'on rencontre sont un peu différents. Je pense, encore une fois, il y a cette notion-là de comprendre là, vraiment le down and distance, là, de gérer les situations. Je pense qu'il faut que tu apprennes ça à ton carrière. La vitesse de jeu. Comme tu dis, j'ai fait une clinique sur ça, puis j'y crois au bout. Là, comment gérer le pocket, là, je veux dire, c'est rêvant en couleur de penser que ton carrière va tout le temps avoir des protections parfaites. Il faut qu'il apprenne à gérer à gérer les déplacements. Ça, c'est vraiment quelque chose que je suis très fier, comme je disais, la progression du mais il y a cette adaptation-là. Puis je veux dire, on l'a vécu cette année, encore une fois, qu'un carrière recru qui, au départ, il faut que tu en regardes du film avec lui. Mais encore une fois, le danger, c'est souvent de regarder le film d'un point de vue juste les X and O's ou progression, ou dire, OK, là, gars, t'aurais dû lancer là, aussi ça. Ah, malheureusement, sur ce jeu-là, t'as eu de la pression. Mais là, à un certain point, il faut que tu regardes avec lui, regarde la pression là, qui est venue. Là, si tu avais fait un déplacement, tu aurais pu lancer le ballon. Ça devient vraiment des détails. Mais là, encore une fois, comme coach, il faut que tu décides de dire, ben là, peut-être il faudrait que je réduise mon nombre de jeux. Parce que si je veux qu'il arrive à faire ces déplacements-là, il va falloir que j'investisse du temps. Donc oui, il y a plein de choses, mais je pense que toutes les positions ont une progression à faire. Quand on monte de niveau, on sous-estime la vitesse de jeu. Moi, je pense que la vitesse de jeu universitaire est vraiment sous-estimée. Encore une fois, je pense qu'on... je comprends là, le rêve américain de plein de joueurs qui ont cette opportunité-là d'aller jouer aux États-Unis, puis la NCAA, c'est une grande ligue, il n'y a pas de doute, mais le football universitaire canadien, je pense qu'on sous-estime le développement des joueurs. Il y a des joueurs qu'on ne connaît pas au collégial qui deviennent des super joueurs universitaires, mais c'est un jeu qui est plus rapide qu'on pense. Puis les joueurs qui arrivent avec la prétention qu'ils ont tout cassé en Division 1, puis ça va être facile, souvent ils restent surpris. Je pense que ceux qui sont beaucoup plus humbles, qui arrivent, c'est ceux-là qui réussissent rapidement à se rendre compte que les gars sont plus vite, plus gros, plus matures. C'est ça aussi. Là, donc, ton carrière, il faut qu'il apprenne ça. Il s'en sortait peut-être à lancer des go routes constamment sur des demi de coin qu'on battait facilement. Soudainement, tu arrives universitaire, ben là, ce demi de coin-là, il se fait plus battre de façon si simple que ça. Tu peux pas juste dépendre à lancer des go routes en zone ou en double coverage, là, ou ton receveur qui va sauter par-dessus tout le monde. Plus tu montes de niveau, plus il faut que tu ailles plus de structure comme joueur. C'est ça. OK, Pierre. Qu'est-ce que tu bois, Pierre? Je bois un spritz. Là, j'en bois un vrai parce que là, tantôt, il était tôt. Là. Non, c'est ça, exact. Tantôt, il était matinal. Ouais. Mais un spritz des spiritueux Iberville. Qu'on salue, bien entendu, qui commandite ce podcast. Donc, shameless plug. Comment tu décrirais ton offensive au Rougeur au début, lorsque tu commences à la diriger? C'est sûr que quand je suis devenu coordinateur offensif, clairement, nous, on était vraiment axé beaucoup sur le jeu aérien. Je croyais beaucoup quand même qu'il y avait une place pour l'équilibre, de quand même réinstaurer une certaine dose de jeu au sol, ce qu'on a fait. Tantôt, justement, je parlais qu'au début, là, j'étais peut-être pas moi-même. Au début, rapidement, on a compris qu'on était une équipe qui, au fil des ans, on a vraiment été choisi. Ça, c'est quelque chose dès le départ. Je me suis joint à Laval. Ma première année, on avait déjà 3 joueurs de ligne qui n'avaient rien envié à personne au Canada. On a été rapidement, c'est un programme où il y a eu vraiment des bons joueurs de ligne dans la région. Donc, clairement, on pensait qu'on était une équipe qui était capable de courir. Donc, je te dirais qu'une attaque assez équilibrée. Je pense que c'était ce côté-là assez rapidement là, que... Puis avec Glenn, c'est quelque chose qu'on voulait aussi, des bonnes défensives. Je pense que c'était important d'être en mesure de courir avec le ballon. Donc, c'est quelque chose qu'on a mis de l'emphase au départ. C'est quelque chose qu'on a quand même gardé beaucoup au fil des ans, je dirais. Donc, mais c'est là un peu spécial. C'est que c'est du football à 3 essais. Puis pour avoir du succès au football à 3 essais, ben, il faut quelque part que tu sois capable de passer le ballon. Pour passer le ballon, ça te prend un carrière, mais il faut que tu passes le ballon.
T'as coaché pendant cette décennie-là jusqu'à presque la fin de la décennie, presque? Ouais, j'ai quitté après l'année 2009. Ouais. Peut-être sans rentrer dans les détails ou quoi que ce soit, mais t'en avais, tu l'as mentionné aussi un petit peu avant qu'on commence à enregistrer, que tu avais comme un peu un ras-le-bol. Un peu, ouais, absolument. Tu en avais un peu assez. Mm-hmm. Est-ce que tu penses, je sais pas vraiment exactement comment poser ma question, peut-être que tu vas comprendre l'essence de ce que j'essaie de savoir, mais est-ce que tu penses que c'est parce que tu étais trop dedans, tu baignais trop dedans, puis que là, ça a comme un peu comme explosé? Oui, ben, absolument. On a commencé l'entrevue, on parlait des équipes du Québec, équipes canadiennes. Ça, c'était les dernières années, beaucoup dans les équipes canadiennes, notamment avant cette dernière année-là, passé 3 semaines à Canton, Ohio, dans un championnat du monde. Ça commençait là, à peser. Là. Je pense que c'était beaucoup d'investissement. Moi, encore une fois, je ne fais rien à moitié. C'était tout le temps des affaires où j'étais coordonnateur offensif. Donc, je m'impliquais beaucoup dans ça. Donc, j'étais probablement un peu tanné, fatigué. J'avais l'impression que je serais capable d'avoir un impact. Je croyais à mes capacités de communicateur. J'avais l'impression que je serais capable d'amener quelque chose d'autre dans peut-être un autre domaine. À ce moment-là, je croyais à ça. Donc, mais quand j'ai arrêté en 2009, je pensais que c'était terminé vraiment. Je pensais que j'avais assez donné. On me posait la question, ça n'avait jamais été un plan de carrière d'être entraîneur. Ouais, c'est ça. À ce moment-là, pour moi, c'était un point tournant. Puis j'allais passer à autre chose. Parce que c'est ça que tu te rends compte, en tout cas moi je m'en suis rendu compte assez vite, quand tu commences à coacher, c'est infini le temps que tu peux mettre à connaître les joueurs, checker des cliniques, apprendre des nouvelles stratégies. Est-ce que maintenant tu as une limite? On n'en parle pas beaucoup là, des coachs, mais tu sais, c'est tout le temps le principe de moi si je fais 20 heures de tape, tu vas avoir le goût d'en faire 21. Si tu en fais 21, je vais en faire 22, puis à un moment donné, il n'y a plus de temps dans une journée. Puis est où la limite? Est-ce que maintenant tu as comme une limite? Ben, je suis certainement meilleur qu'avant. Je suis encore assez obsessif dans le sens que tu as bien dit, c'est infini. Ça finit plus, puis regarder des cliniques. J'en regarde moins des cliniques depuis quelque temps, dans le sens qu'à un certain point, il faut que tu fasses confiance aussi à... Premièrement, on joue un football un peu différent. Donc, j'ai bien beau passer ma journée à regarder des cliniques de la NCAA, puis à un certain point, là, moi, je sais c'est quoi... c'est certainement l'avantage d'être dans le même programme depuis si longtemps. Je veux dire, je sais c'est quoi... Je sais c'est quoi qui se passe dans cette ligue-là. Je sais, donc, à un certain point, oui, c'est infini, mais oui, il faut qu'il y ait une limite. Puis je pense qu'à une étape dans ta carrière, tu continues à te remettre en question, mais il faut que tu aies confiance aussi en ce que tu fais. Donc, maintenant, je suis certainement un peu meilleur à un certain point, des fois, de dire, bon, c'est assez, même si je continue à dire que ça demeure un peu mon défaut de tout le temps, des fois, là, c'est ça. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, des fois, je trouve ça dur, parce que des fois, c'est ça, on a de la misère à décrocher. Mais je le fais mieux qu'avant. Certainement. Ça, dans ces années-là, ton point était bon en 2009. Là, écoute, j'en avais. Là, j'étais tanné de ça parce que j'avais l'impression qu'on s'en sortait jamais. Là, on n'arrêtait plus. On n'y arrivait plus, je veux dire. Puis, comme je dis, ouais, il était temps que je passe à autre chose, mais vraiment, à ce moment-là, puis il n'y avait rien de spécial, tout le monde cherchait, es-tu malade, Non, il n'y avait absolument rien, j'étais tanné, puis à ce moment-là, je ne pensais, c'était pas une pause, c'était terminé pour moi, puis je le pense encore, puis même encore aujourd'hui, je me dis des fois, je suis revenu pour un certain nombre de raisons, je suis pas reparti, je suis content d'où est-ce que je suis aujourd'hui, mais des fois, je m'arrête à me dire, qu'est-ce qui serait arrivé si je serais pas revenu, Qu'est-ce qui te fait revenir? Non, mais avant qu'est-ce qui te fait revenir? Parce que moi, je l'ai comme semi-vécu, là. Moi, pendant la pandémie, j'ai semi-pris ma retraite. T'sais, on a eu notre dernière saison 2019, puis là, comme l'été... En tout cas, pendant la pandémie, il y a eu des hauts puis des bas. Puis là, pendant l'été dernier, j'appelle mon entraîneur-chef, puis je suis comme, écoute, moi, je sais pas, je veux plus. C'est fini, tu sais. Là, finalement, pour me rendre compte que je vais voir, je sors, je vais voir les boys pour aller les revoir. Voir un match. C'est le deuxième match de la saison. Là, monte au bureau des coachs après, bien entendu. Là, reviens. Ok, c'est bon, je vais revenir, là, tu sais. Ça a été... J'ai pas passé longtemps, là, tu sais. C'est quasiment genre...
À un moment donné, quand je me suis posé la question, mais pourquoi je reviendrais pas, je veux revenir. Mm. Puis j'avais pas de réponse, puis j'étais comme, ben, ok, ben, je vais revenir. Tu sais. Mais c'était mon premier automne où. Ben, c'était pas mon premier automne, parce que le premier automne, c'était automne 2020, là, tout le monde s'en souvient. Là. Mais c'était comme mon premier automne depuis longtemps que j'avais comme rien. Tu sais. J'avais pas grand chose à faire. Là, tu sais. Puis je trouvais ça vraiment plate, puis long. Là. J'étais comme, yo, ils font quoi les gens là, qui ont juste une job dans la vie, là, tu sais. Mais en tout cas, c'était une petite tranche de vie, mais toi, comment ça faisait longtemps que tu étais dans le football, là. Comment tu avais vécu tes premiers moments où tu as comme du temps libre, là, tu sais? Ouais, ben, certainement, j'ai regardé beaucoup de football. Ouais, c'est ça, exact. C'est pareil. Mais c'était quand même intéressant. Les affaires, là. C'était quand même intéressant de le voir aussi différemment, là, tu sais, de perdre tout contrôle. Au début, c'était juste drôle de perdre tout contrôle. J'étais juste moi que je pouvais blâmer parce que j'avais plus aucun contrôle sur ce qui se passait sur le terrain. Mais non, c'était différent. Mais j'ai continué. Je continuais j'adorais ça. Puis je continuais à en regarder beaucoup. Mais non, ça a fait du bien. Effectivement, c'est l'automne, à un certain point, on s'arrête et on se dit, oh my God, moi, toutes mes automnes, ça a toujours été ça. Là, même les années de joueur. Donc, tu dis, hey, ça fait longtemps que les automnes, c'est le football. Donc, c'est un peu différent. Ouais. Puis, pour arriver à ce que Pierre allait dire. C'est une bonne parenthèse. Ouais, vraiment. Comment moi, ça n'a pas été compliqué de me convaincre. Comment Glenn t'a convaincu de revenir? Ouais, ben ici, c'est un peu particulier, là, dans le sens que, donc, au fond, j'ai pas été entraîneur 2010, 2011. Et là, 2012, malheureusement, après 2 matchs, le coordinateur offensif a quitté. Mm-hmm. Et là, Jacques Tanguay, notre président d'équipe, m'a appelé puis il m'a dit... Personal call. Personal call, ouais. Il m'a dit, est-ce que tu pourrais nous dépanner jusqu'à la fin de l'année? Ouais, exact. Là, t'as dit 250 000, je veux Mercedes, AMG, s'il vous plaît. C'est drôle, c'est un moment assez intense quand même dans tout ça. Puis que puis vraiment, t'étais très à l'aise, gars, ça t'intéresse pas. Puis j'y ai pensé. C'est sûr que t'as un côté, il y a des joueurs que je connaissais encore là-dedans, là, je veux dire, dont justement Guillaume Rioux, qui était à ce moment-là joueur que j'avais coaché 1 an. Donc, tu sais, je connaissais des joueurs, puis c'est sûr que c'était mal parti, c'était difficile. Donc, j'ai décidé de dire oui. Mm-hmm. Mais ça s'est fait très vite, là. Écoute, je pense que je me suis fait appeler le mercredi. Il y avait un match le samedi. Le jeudi matin, je suis rentré au bureau. Et là, je me souviens encore après quelques heures. La vie, ça va vite. Le football, comme tout sport, ça va vite. Tu as l'impression que... Mais là, au début, j'ai dit, coudonc, qu'est-ce que j'ai fait là? J'avais l'impression que je m'étais fait rattraper. Là, dans le sens, je me disais, non, mais là, je suis plus capable de faire ça. Là, exact. Mais ça n'a pas été trop long. Là, mais là, c'est une journée interminable. Puis écoute, le samedi, je coachais. Puis à partir de là... Tu coachais ou tu callais? Je callais, ouais. Tu callais? Ouais. À 3 jours de préavis. J'ai calé. Ouais, le jeudi soir, c'était drôle encore. Il y en a qui comptent des anecdotes encore de ça. Là, le jeudi soir, tout le monde est parti. Moi, je suis resté tard. Là, puis, écoute, là, j'avais un peu déjà changé pas mal la charte des jeux. Là. Puis là, il me restait une journée le lendemain. J'ai dit, OK, j'ai besoin de ça. Puis, j'ai éliminé bien des affaires. Puis, des choses aussi que je n'étais pas à l'aise avec. Des affaires qu'eux autres avaient développées pendant que je n'étais pas là. Mm-hmm. J'ai dit, regarde, désolé, mais... Vous me l'expliquerez en temps et lieu, mais pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Puis ouais, absolument. J'ai callé le match le samedi soir sans problème. Sans problème. C'est ça, exact. Ouais, fait dit Pierre. Ouais. Le premier match était une catastrophe. Non, pas celui-là. Non, mais je veux dire, le premier match que tu as callé était une... Ah, en 2001. Ouais, c'est ça. Ouais. Avec probablement une préparation extra assidue. 10 ans plus tard, 12 ans plus tard. 2 jours de préavis, oui, tu l'as déjà fait, mais ça reste que sans problème. C'est bon. Ouais, c'est sûr, là, je pense que j'avais de l'expérience, ça, mais tu sais, caller... moi, c'est sûr que le play calling ici, tu sais, souvent les gens, tantôt on parlait d'unité spéciale, mais à Laval, je pense que moi, j'ai eu la chance avec Glenn. Tantôt, on parlait des coachs offensifs. Coach défensif, Glenn, c'est un coach défensif. Tu sais, je veux dire, c'est un gourou de la défensive.
Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai tout le temps eu carte blanche à l'offensive. Ça, c'était des fois, le monde disait comment ça, que t'es en. Mais c'était quand même le fun. Hein? Je parlais de Jacques Tanguay, moi, ce que j'ai vécu à Québec, l'expérience de vie, la qualité de vie est excellente pour moi. C'était pas une nécessité pour moi de devenir entraîneur-chef. Il y a eu des opportunités à certains moments donnés, mais je suis heureux comme coordonnateur offensif, mais encore plus le fait que j'ai cette liberté-là comme coordonnateur offensif. Moi, j'ai appelé tous les jeux depuis 2001. Il n'y a pas... j'ai appelé tous les jeux. Je veux dire, c'est moi qui cale les jeux de A à Z. Puis je crois à ça. J'assume mes jeux. J'assume ce que je fais. Je suis capable de regarder et de dire ça, c'est un mauvais call, c'est un bon call, mais c'est mon... c'est moi qui cale ça, là, je veux dire. Puis moi, je crois à ça. Je pense qu'un coordonnateur offensif, là, il faut que tu aies une vision un peu de où est-ce que tu t'en vas avec ça, puis t'appelles Donc, j'ai tout le temps été confortable avec ça. Je disais qu'au début, moins, parce que j'étais vraiment jeune, mais là, ça, c'est un exemple où c'est vrai, ce soir-là. Je me souviens de tous les stress que j'ai vécu dans ces 2 jours-là, puis tu m'as parlé de play calling, puis je peux t'assurer que, tu vois, là, tu me disais ça, puis ça m'a même pas, ça n'a pas été un stress pour moi. Là, ouais. Puis même cette année, tu vois, un match que j'ai manqué mes premières pratiques à vie cette année avec le Rougeard pour des raisons familiales. Puis il y a une semaine que j'ai pas été là de la semaine. Puis ça, je suis super chanceux. J'ai Guillaume, Mathieu, puis Carl qui ont tout préparé. Puis ça m'a pas empêché d'être là le jour du match puis d'appeler le match là, de A à Z encore une fois. Parce que, évidemment, je m'étais préparé dans la semaine à l'extérieur, de regarder du film puis de me préparer, mais j'étais prêt. Le play calling, maintenant, c'est quelque chose qui fait définitivement partie de ma job. Là. Ouais. Écoute, moi, je peux t'assurer que j'aurais été stressé. T'aurais chié à terre. Ouais. Pour le dire de manière vulgaire, pardonnez. Tu sais, ça fait longtemps que tu le fais. Les gars qui arrivent dans ce programme-là. Tu sais, il y a toi, puis il y a Marc Fortier, dans le sens que ils vous connaissent de nom, ils remettent jamais, probablement, là, je suppose, là, en doute, des jeux calés. Mais est-ce que c'est déjà arrivé que, peut-être avec les carrières, justement, tu t'expliques que vous devez avoir peut-être la même mentalité, pourquoi tu appelles ce jeu-là? Quand tu appelles ce jeu-là, tu veux que ton carrière sache... ce que tu as derrière la tête. Ouais, c'est ça. Oui, absolument. Ouais. Est-ce que c'est déjà arrivé que des fois, il y ait des remises en doute ou des doutes peut-être de carrière ou de joueurs? C'est sûr. C'est sûr, puis ça va continuer. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu assumes. Tu dis, si tu te fies à ta réputation... moi, je crois pas à ça, puis c'est pas trop long que les jeunes d'aujourd'hui, ta réputation, là, t'as bien beau leur conter tes histoires de... Mais c'est ça, il y a tout le temps une remise en doute quand t'es entraîneur, je pense. Là. Moi, je pense que le jour que tu arrêtes que tu penses, là, c'est ça, là, que tu te bases un peu sur ta réputation ils doivent savoir, ils doivent... Ça, c'est un grand danger, moi, je pense. Moi, en ce moment, le plus grand défi, c'est encore de convaincre tous les jeunes dans ce vestiaire-là qui me connaissent pas, là. Je peux pas juste me fier sur... le gars qui a gagné des Coupes Vanier ou qui était coordonnateur offensif depuis longtemps, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Là. Il faut que tu sois encore Donc, des remises en question, certainement qu'il y en a. Depuis 2 ans, quand même eu des bonnes années, mais on n'a pas atteint ce qu'on voulait. Donc, des remises en question, il y en a eu. Des changements de corps arrière. Donc, c'est sûr que... Mais c'est ça, puis tu vois, en 2019, on a fait un changement de carrière à la mi-saison. Je l'avoue, mal... J'ai assumé des choses que je pensais qu'elles allaient se faire tout seul dans le vestiaire, puis j'ai peut-être pas assez bien communiqué certains changements, puis ça a causé des problèmes que là, on a réglés depuis, puis je pense que l'année passée, c'était beaucoup mieux, mais il faut tout le temps que tu sois Mais je le dis aux joueurs, je l'assume pleinement, puis j'aime qu'ils sachent que les jeux, puis moi, je pense que c'est important pour les joueurs, justement, moi, je me cache pas, c'est moi qui appelle les jeux. Puis ça, je leur dis tout le temps, c'est moi qui appelle tous les jeux. Donc, si ce soir, après le match, tu es en train de prendre une bière, puis tu dis que ça, c'est un mauvais call, c'est moi. Puis pas besoin de parler quand c'est des bons calls, mais juste que je pense que c'est important que les gars sachent c'est qui les... Puis ça l'explique un peu plus versus s'ils ne savent pas ou si ça commence, ça vient un peu de partout, là, c'est là le danger des fois de dire c'est du n'importe quoi, là, on sait pas. Non, c'est moi. Puis je leur dis, ça va m'arriver des fois de faire... Des fois même, on va regarder le film, on va dire ça, c'est un mauvais call. J'aurais dû, regarde, je veux pas dire, faire attention, pas dire my bad, là, mais c'est un peu ça. C'est dire, regarde, this one, on passe au prochain, mais ça va arriver. Puis
même dans la NFL, là, ils font des mauvais calls. Des fois, tu pensais que c'était un bon call. Mais je pense que c'est de la préparation. Maintenant, j'assume beaucoup, beaucoup mieux mes games. Quand j'étais plus jeune coordinateur, écoute, je passais des nuits blanches. On gagnait des matchs. C'était des super victoires, là, grosses victoires explosives, plein d'offensives. Puis je remettais en question toutes les calls. Puis je me disais, voyons, pourquoi j'ai callé ça? Pourquoi j'aurais dû caller ça? Parce que justement, c'était pas juste basé sur... C'est facile de... Tu sais, un jeu qui va pour 80 verges, mais la réalité, c'est ton carrière l'a lancé en triple coverage, puis c'est ton receveur qui a sauté par-dessus tout le monde qui a fait le jeu. Il faut quand même que tu regardes à te regarder dans le miroir et te dire, bon, OK, mais c'est pas le jeu qui a fait. Mais tu sais, tu peux pas moi, ce que je veux dire, c'est que je retournais là, chaque cadre, j'aurais dit. Quand j'étais plus jeune, j'étais moins satisfait de comment j'appelais les jeux. Même si on a eu du succès, versus aujourd'hui. Aujourd'hui, j'assume pas mal toutes mes games. Il y a pas, maintenant, j'ai plus grand... comme je te dis, ça m'est arrivé de faire des mauvais calls, mais j'assume comment je call mes games. Je suis prêt dans mes affaires. J'ai quand même tout le temps été quelqu'un qui call instinctivement aussi. Pas là, faire attention aux listes, puis là, tout le monde dit « Hey, là, t'as-tu un certain nombre de jeux? » Je suis structuré, mais je suis instinctif. Puis ça, je trouve, faut pas que tu perdes ça. Puis quand je sens que je le perds, il faut que je me remette à ma place moi-même. Là, depuis quelques années, on a le droit au iPad, là, ces lignes de côté. Là. Ça aussi, il y a une petite adaptation. Là, je suis devenu un peu obsessif. Là tu es sur les lignes de côté, puis là, tu parles plus à tes gars. Pour voir les jeux, excuse. Pour voir la vidéo. Là. Voir la vidéo, tu sais. Puis là, tu es en train d'analyser. Puis là, tu deviens que tu analyses. Là, tu perds le côté communication. Puis tu perds le côté un peu, c'est ça, là... Des fois, il y a des jeux de toutes sortes de façons que tu calls en fonction de... Tu vas caller un jeu en fonction que tu penses que défensivement, ils vont faire ça va être un bon jeu. Mais des fois, tu vas caller un jeu parce que tes joueurs ont confiance en ce jeu-là. Puis des fois, je veux dire, tu vas y aller instinctivement que tu juges que là, c'est le temps pour ce jeu-là. Moi, c'est comme ça que j'appelle le match. Mais peut-être que les plus grands gourous sur la planète, c'est pas de même, je sais pas. Moi, c'est pas de même que je fais ça. C'est structuré, mais instinctif. C'est ça? Ben, mettons, si je pousse un peu, est-ce que ça veut dire que, mettons, à tes games, tu as ton script des jeux avec lesquels tu vas commencer la partie, mais c'est pas rigide? Si tu veux, ils m'ont montré ça. Non, je suis pas très rigide dans mon play calling, non, absolument pas. Oui, j'ai mes situations, là, mais je suis pas c'est bien dit, là, je suis pas rigide dans ma façon d'appeler, je me laisse aussi aller avec le match. Ça, c'est une super fierté que j'ai aussi, là, je pense qu'on a eu une grande identité défensive pendant plusieurs années, on a eu des défensives extraordinaires, puis moi, cette game-là, je l'ai jouée. Ce que je veux dire, j'ai joué la game d'équipe, de caller des games en fonction de comment la game se déroulait. Puis ça, j'en suis fier parce que je sais que c'est pas facile. Parce que d'un coordinateur offensif, on a tous nos égos, là, puis on veut que ça marche, puis on veut scorer des points, puis on veut... Mais souvent, j'ai mis mon ego de côté dans ce temps-là, puis de dire, non, mais là, en ce moment, on est en contrôle d'un match, ben peut-être que tu es plus conservateur, tu sais. Puis au bout de la ligne, je pense que ça nous a quand même donné des super victoires, qu'on est bien content. Puis ça, cette game-là, je l'ai joué. Puis je pense que Glenn, il s'attendait de ça quand il m'a nommé comme coordinateur. Puis ça, je trouve que je l'ai bien fait au fil des ans. Tu sais, gagner une coupe Vanier 7-2, là, une place, j'ai mis mon ego de côté, je te confirme. mais je suis aussi content de cette coupe Vanier-là que n'importe quelle coupe Vanier. Ouais, non, c'est ça. Avec le temps, tu mentionnes que t'as comme un peu moins un genre d'attachement personnel face à la performance de l'offensive, de ce que je comprends. Tu as un peu plus de laisser-aller, de ce que je comprends. Parce que tu disais que tu étais plus fâché des mauvaises performances au début que tu l'es maintenant plus. À part ça, qu'est-ce que tu dirais qui a évolué dans ton offensive? Moi, je pense que c'est de plus en plus simple, je crois. Honnêtement, je pense que je regarde ce qu'on fait offensivement aujourd'hui. Je pense que c'est plus simple que ce qu'on essayait d'instaurer il y a 10 ans. Je parlais beaucoup de temps d'investissement. Moi, maintenant, je suis tout le temps avec ça en tête. C'est combien de temps que j'ai à investir pour développer ce jeu-là. Tu sais, je veux dire, c'est bien beau, les jeux. De plus en plus, maintenant, on regarde, est-ce que je vais avoir le temps d'investir du temps pour développer ça? On parlait de technique tantôt, ça peut être la technique, mais c'est vraiment... C'est facile, là, j'en parle, c'est facile d'en parler, mais c'est pas facile de mettre ça en application par la suite. Mais ça reste que c'est ça. C'est le temps d'investissement. Puis quand tu rencontres certains nombres d'entraîneurs,
c'est de ça qu'ils te parlent. C'est combien de temps que j'ai. Ça t'a bien beau. Dessiner des jeux, c'est pas un problème. Aujourd'hui, là, écoute, dessiner des jeux, là, tantôt tu parlais, c'est illimité. Puis aujourd'hui, ce qu'on voit, là, ce qui se fait dans tout le football, mais la NCAA, il y en a tellement, ça finit plus. Là. Mais une place, il faut que tu sois capable de dire, nous, c'est ça qu'on va faire, c'est ça qu'on va pratiquer, c'est sur ça qu'on va investir le temps. Mais c'est pas facile, c'est pas quelque chose qui est facile à faire, mais j'essaie de le faire de plus en plus, d'être capable de... Mais avant, on se faisait souvent prendre, puis jusqu'encore, tu te fais prendre, dans trop de jeux, trop d'affaires, trop de... Ça là, t'essayes de dire, OK, c'est quoi? Mettre en valeur, je trouve que mettre en valeur tes meilleurs joueurs, c'est dur comme un entraîneur. J'en ai tellement vu des coordinateurs offensifs, puis it's all about them. Je veux dire, c'est à un certain point, ça devient ton système. Ton système va être supérieur à... Moi, je vois pas ça comme ça. Moi, je vois qu'une place, c'est tes joueurs. Puis à un certain point, c'est hey, assure-toi que tu as une bonne recrue qui arrive dans ton programme, ben assure-toi de le mettre confortable, assure-toi de. Hey, oui, il y a une adaptation, puis lui, il faut qu'il fasse son bout de chemin. Là. Faut pas, il y a un équilibre là-dedans. Mais à un certain point, il faut que. Donc, ça m'est arrivé des matchs de sortir au fil des ans, tu sors d'un match, puis tu dis. Voyons donc, tel joueur, c'est mon meilleur joueur, il n'a pas assez touché le ballon aujourd'hui. Il faut que ça, là, tu peux pas... Ça va te faire gagner bien plus que, encore une fois, tes super stratégies que tu as expliquées à quelqu'un, puis que... des fois, on est tellement entendu des commentaires à les écouter, là, tu te dis, coudonc, tu te faisais jamais arrêter. Ça arrivait jamais. Tous les packages. Tous les packages, là. S'ils font ça, c'est ça. 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 OK, ouais, c'est parfait. Ça remonte à longtemps. Là, je parle même pas nécessairement des entraîneurs que j'ai côtoyés. Là. Moi, j'étais assez chanceux, mais des fois, tu rencontres un entraîneur, là, puis tu te mettais à jaser avec, puis c'est ça. C'était à écouter, là, c'était... Mais là, quand tu les regardais jouer, t'es là, coudonc, c'est ça. C'est quoi qu'il me disait? C'est ça où on parlait de limite tantôt, quand t'as pris une pause, mais les joueurs aussi ont une limite. Puis la pratique aussi, elle a une limite. Puis t'as beau avoir le meilleur playbook, mais si t'as pas le temps de pratique ou de meeting ou de... Puis en plus, on a c'est des étudiants athlètes aussi. Fait qu'il faut qu'ils... C'est ça, il y a une limite aussi à tout rentrer. Là. C'est ça. Parce que t'as pas le temps. C'est ça. C'est pas fou. Le temps. Fait que toi, à toutes les fois que tu rentres un jeu, quand tu parles de temps, c'est de temps de meeting, de rep en pratique, de rep pour les joueurs et tout. Là. C'est comme ça que tu le calcules? Ça pas mal ça, là, c'est de dire le temps que je vais avoir à en parler en meeting, de le montrer. Puis là, je te dis, là, parfois ça va vite, là, nous, au niveau universitaire, des fois, ça peut être 5 minutes, 10 minutes, mais il faut que tu l'aies le temps. Là. Oui, absolument. Moi, j'ai toujours la semaine, là, quand j'arrive au début de la semaine, puis là, on fait le plan de match, puis on est tous excités, puis là, on parlait de jeu truqué tantôt, là. Mais moi, je suis désolé, mais le jeu truqué, là, s'il est un peu complexe, là, là, c'est sûr que plus sont jeunes, plus c'est dur, parce que mais ça va quand même prendre 10 minutes à tous mes entraîneurs de leur dire, hey, là, dans ton meeting, il faut que tu prennes 10 minutes. Ouais, mais j'ai juste 30 minutes. Ouais, mais là, il faut que tu prennes 10 minutes pour expliquer le jeu truqué. Là, on va arriver sur le terrain, puis là, il va falloir prendre 5 minutes, 10 minutes. C'est énorme, 10 minutes dans une pratique. Là, il va falloir passer ça. C'est pour ça que je te dis qu'imagine quand tu fais tout ça, puis que tu les appelles jamais tes jeux truqués. Mais quelle perte de temps. Puis, mais encore, je me fais prendre. Hey, là, c'est normal. Tu vas arriver dans une game, des fois, tu as des jeux spécifiques à des situations. Mais depuis quelques temps, je fais une meilleure job là-dessus. J'entraîne pas beaucoup. Mais c'est pour ça que... Mais on se fait encore prendre à... Écoute, jusqu'à l'année passée, des fois, je vais analyser des matchs, je vais dire, my God, j'ai investi du temps là-dedans cette semaine. T'sais, on a investi du temps. Je sais qu'on a pris du temps de meeting. Je sais qu'on a pris du temps de pratique. Puis, on s'en est plus ou moins servi dans le match. C'est ça. Il faut que tu fasses attention à ça. Puis là, peut-être que là, tu regardes un jeu dans le match où il y a eu une erreur, puis que tu dis, cette erreur-là, j'aurais pu faire en sorte qu'elle n'arrive pas en le préparant. Non. Comme je te dis, c'est beaucoup d'analyse. Là. Je suis pas fou non plus. Là. J'aime la vie. Là. Je passe pas mon temps à penser. Mais je vous dis juste que je trouve que la game, c'est beaucoup ça aujourd'hui. C'est beaucoup d'analyse sur des trucs que des fois, on prend pas le temps d'analyser. Ouais. C'est beaucoup d'analyse, mais ce temps-là d'analyse, tu aurais pu le mettre à développer paquet de jeux. Mais c'est vrai qu'analyser le temps, ça va vite. Ouais. Wow. Mais, tu sais, mettons, moi, quand puis encore une fois, là, j'en reviens, là, c'était des jeunes,
Tu calls des jeux, tu rentres des jeux. Puis là, à un moment donné, tu n'as plus de temps de groupe pour réviser tous tes jeux, tu sais. C'est ça. Il y a des jeux que tu n'as juste plus le temps de réviser. Puis là, tu dis à tes joueurs, là, ces jeux-là, faut pas les oublier, les gars. Puis là, si tu te retrouves à en avoir besoin durant le match en fin de semaine, puis là, tu les as pas callés, ça fait 2 semaines. Non, c'est ça. C'est la limite de temps à c'est vraiment un équilibre. Là. Si tu cherches le bon équilibre dans tout ça, puis c'est vraiment un gros défi. Moi, je trouve tout le temps que c'est un bon défi, mais je trouve que c'est un défi quand même intéressant d'essayer de trouver cet équilibre-là. Question plutôt technique, mais quand est-ce que tu décides de mettre un concept de côté? Comme ça revient beaucoup avec les carrières. Là. J'essaie de sentir que les carrières sont à l'aise. Oui, il y a un côté que je partage avec les carrières, puis je leur dis tout le temps, il faut que tu sois à l'aise avec ça, il faut que tu me le dises si tu n'es pas à l'aise. Mais le classique, encore une fois, c'est que je leur demande, hey, guys, y a-tu quelque chose que... Si tu n'es pas à l'aise avec quelque chose, dis-moi-le, je l'enlève. Et c'est tout le temps la même affaire. Ah, je suis à l'aise avec tout. On dirait que c'est comme si on n'a encore pas l'expérience d'être capable, comme certainement le carrière professionnel qui a une place va dire, ah, coach, moi ça, non, ça. Tu sais, qui va... sont durs j'ai de la misère à les faire parler Puis je comprends aussi, c'est qu'ils n'ont pas d'expérience. Des fois, c'est aussi, ils veulent se faire diriger. Puis quelque part, ils disent... Mathieu Bertrand, c'est un bon exemple. Mathieu Bertrand, on avait fait, c'est une bonne anecdote, une année, un match. On menait, puis on était en contrôle. Puis au 4e quart, je pense qu'on y avait dit, on disait, hey, gars, Mathieu, tu vas appeler tes jeux. Tu sais, c'était jeune dans ce temps-là. Tu sais, on entendait parler de quelques carrières qui appelaient leur propre jeu. Puis là, Mathieu Bertrand, on va lui donner... Puis je me souviens encore... Mathieu Bertrand t'a embarqué. Puis il avait fait là, c'était lui qui appelait ses propres jeux. Puis il avait appelé une coupe de mauvais jeux. C'était pas des bonnes situations. Tout ça. Puis là, je pense une place, il avait fait une erreur. Puis il était revenu au banc. Puis il m'avait regardé. Puis il était vraiment fâché. Puis il m'avait regardé. Puis il m'avait dit, hey là, moi je suis le carrière. Toi, t'es le coordinateur offensif. J'ai confiance en toi. Call ta game. Là. Ça m'intéresse pas de caller les jeux. T'sais. Malade. Puis. C'est ça, tu sais, à un certain point, oui, j'essaye de les amener, hey, il faut que tu sois confortable, si t'es pas confortable avec ça. Mais il y a un côté, eux autres aussi, que, hey, une place, il faut que tu le vois comme un signe de, regarde, on te fait confiance, si tu nous dis que c'est un bon concept, et c'est correct, tu sais, mais ça t'essaie. Donc, à quel moment que j'enlève un concept, bien, clairement, c'est ça, si je suis pas à l'aise. Maintenant, ce qui est le fun avec les carrières, comme même en ce moment, on fait du vidéo, puis je vais leur montrer des jeux, puis je vais dire... Vous avez remarqué, l'année passée, on a fait ça en début d'année, puis après ça, il a disparu. Puis ils disent, mais là, je vais leur dire, contre telle couverture, si vous ne lancez pas ce tracé-là, ça ne me sert à rien d'avoir ce concept-là. Parce que, quelque part, pour moi, contre cette couverture-là, ça devrait, ça, être une excellente option. Mais là, clairement, en ce moment, vous n'avez pas confiance de la lancer. Si vous n'êtes pas prêt de développer cette confiance-là, si vous n'êtes pas prêt... Puis à chaque fois qu'on rencontre cette couverture-là, vous faites quelque chose d'autre, je vais aller vers d'autres choses, parce qu'on n'aura pas de succès. C'est beau. C'est à ce temps-ci de l'année, c'est le temps pour pratiquer ça. Exact. Mais, ouais. OK. Pierre? Moi j'écoute. C'est ça, exact. Là, toi, t'es fucking down. Ouais. Mais Pierre, écoute, moi, j'allais regarder parce qu'on a demandé à notre public s'ils avaient des questions pour toi. Oh! Fait que moi, j'allais chercher ça. Pierre, t'avais-tu quelque chose? Peut-être que pendant que je cherche, parce qu'on est l'hiver et il y a des jeunes qui ont sûrement choisi leur cégep et université là. Normalement, au 1er mars, t'aurais dû... Qu'est-ce que t'aimes dans un joueur offensif? Qu'est-ce que tu recherches dans un joueur offensif? Qu'est-ce qui t'accroche? Là? Pas vitesse et tout, là, mais peut-être au niveau attitude ou qu'est-ce que t'aimes? Ben, c'est sûr que je vois... C'est un classique, là, mais tu veux certainement qu'il... C'est pas trop long que tu vois chez les athlètes, là, que le succès de l'équipe, je veux faire attention, je veux pas que ça soit trop cheesy, là, mais tu veux sentir quand même que le succès d'équipe... T'aimes un joueur que le succès d'équipe va passer avant les succès individuels, mais t'aimes aussi un joueur qui est très confiant, qu'il sait que ses succès individuels vont contribuer à l'équipe. Ouais. Puis ça, tu veux ça. J'ai pas besoin d'un gars qui veut juste jouer dans une ligue intramurale puis qui est content, puis l'équipe a eu du succès. Non. Quelque part, tu veux ce joueur-là. Tu veux cette arrogance-là du joueur qui dit « Gimme the ball, gimme the ball ». Moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai jamais eu
peur de ça. J'ai jamais eu peur du gars qui te le dit, là. Hey, moi, j'ai confiance en mes moyens. Ouais, j'ai pas de problème avec ça. Mais j'aime aussi ce joueur-là qui quelque part, quand il n'a pas le ballon, mais qu'il comprend aussi que peut-être qu'il attire de l'attention. Puis là, il y a d'autres mondes qui ont du succès qui est content parce qu'au bout de la ligne, mais je comprends l'athlète que le succès d'équipe est le plus important, mais quand l'équipe n'a pas de succès puis que lui, il n'en a pas individuellement, que peut-être qu'il se dit « Ouais, là, feed-moi le ballon. » Donc ça, je trouve ça intéressant. C'est une attitude que, c'est sûr que tu veux des athlètes qui sont confiants en leurs moyens, certainement. Mais oui, encore une fois, c'est un sport d'équipe. Il faut que... Qu'est-ce que tu vois pas sur un highlight, mettons? Tu écoutes un highlight, là, OK, lui est bon, là, mais qu'est-ce que tu as besoin d'aller voir? Confirmer. C'est ça, les succès de l'équipe, oui. À la limite, ça peut se voir sur des stats, ça peut se voir sur... Y a-t-il des trucs que quand tu parles à un joueur... Tu sais, comme... J'ai beaucoup aimé tantôt Mathieu Bertrand qui dit... Il dit, moi, un gars qui il se met à calculer, puis il dit... les premières questions, il l'a pas dit comme ça, mais ça revenait à les premières questions, c'est combien tu as de joueurs à telle position pour savoir où je me place, puis là, il fait son calcul. Lui, il dit c'est pas nécessairement ça qu'il recherche. Tu sais, souvent, c'est ça, de la game de recrutement, je dis la game, mais tu sais, les jeunes, ils se font un highlight premier jour après que leur saison est finie, là. Puis là, ils pensent que c'est done. Ouais. Nous, c'est parce que c'est sûr qu'on a l'expérience aussi d'avoir vu, tu sais, certains des plus grands joueurs qu'on a eu ici, c'est tous des gars qui sont assis devant nous, puis que eux autres, ils nous ont pas choisi pour une charte offensive de qui qu'on a. Ils nous ont choisi pour notre programme. Puis qu'après ça, je parlais d'avoir confiance en leurs moyens. Puis avoir confiance en son moyen, ça veut pas nécessairement dire être arrogant. Tu peux être très humble là-dedans. Ouais. Mais tu sais, j'ai tout le temps dit, on a un receveur qui a joué ici il y a longtemps, Jean-Frédéric Tremblay, qui est certainement un des bons qu'on a vu. Un gars super humble. Mais je le sais qu'en dedans de lui, il avait confiance en ses moyens de dire « je suis plus vite, je suis plus vite, ça, c'est le fun de sentir ça, puis ça, on voit pas ça dans les highlights. Je veux dire, tu le vois en parlant avec des gens, en les rencontrant individuellement, c'est pas trop long que tu le sens. Donc, ouais, ça, c'est vraiment... toutes des choses qu'on a parlé au début, là. Tom Brady, on en voit des joueurs, des jeunes qui... vont avoir de la misère à se remettre d'une erreur, d'une mauvaise game, d'une passe échappée, d'un ballon échappé. Il y en a d'autres là, que ça leur passe 20 pieds par-dessus la tête. Là, je veux dire, c'est ça. C'est ça. Puis ça fait longtemps qu'on dit ça. Là, c'est un cliché, mais ça reste que c'est ça. Là, puis Jonathan Breton-Robert qui a joué pour nous, qui a fait des catchs incroyables. C'en était un. Là, ça n'a pas été trop long. Lui, son premier camp, on a vu son enthousiasme, on a vu la confiance en ses moyens, puis il en a échappé des passes au fil des ans, mais on se souvient de rien de ça parce que lui, là, je veux dire, la passe, c'est quasiment comme s'ils te la font, non seulement eux autres, ils l'oublient, mais ils te la font oublier à toi aussi. C'est quasiment comme rapidement, là, on fait tout le temps des blagues avec Jonathan Breton-Robert qui a fait dans une coupe Dunsmore les catchs les plus extraordinaires qu'il a jamais eu à Laval. Puis on fait des blagues ensemble où est-ce qu'il en a échappé une dans ce match-là que personne ne se souvient. Je pense qu'il y a juste lui puis moi qui s'en souvient parce que moi, je suis assez zélé pour me souvenir de tout. Puis des fois, on se regarde en riant. Mais tu sais, il y avait cette capacité-là, justement, à lui. Là, c'était comme... Ça y passait 20 pieds par-dessus la tête. Puis ça, c'est une qualité extraordinaire à avoir. C'est quand tu sens que tu as ce type d'athlète-là, on parlait de Mathieu Bette, ce serait un autre exemple d'un gars que je pense pas qui se laissait bien affecter par un mauvais jeu. On passe au suivant. Donc oui, c'est les qualités, c'est cliché, mais c'est des qualités que tu recherches chez un athlète. Ben pour le reste, tu dis que c'est cliché, mais c'est vrai. Là. À la limite... je serais curieux d'aller voir des bons joueurs, justement, quand il manque un jeu, c'est quoi le résultat, le jeu après, tu sais, c'est très bien répondu. Puis quand tu regardes c'est sûr quand tu le vis dans ton équipe, là, tu vas analyser, mais quand tu regardes une game de NFL, c'est sûr que personne, tu regardes ça comme fan, tu remarques pas ça beaucoup. Puis vraiment, là, puis je sais qu'il y a des Tom Brady haters out there, là, parce qu'évidemment, comme toujours, il y en a qui l'aiment, qui l'aiment pas, puis c'est bien correct. Mais ça, là, puis le monde va dire « Ouais, mais c'est un carrière de la NFL. » Non, c'est pas grave. C'est pas parce qu'ils sont dans la NFL. Il y en a qui est... Mais Tom Brady, au fil des ans, c'est incroyable. C'est incroyable le nombre de mauvais jeux que j'ai vu ce gars-là faire, puis que le jeu suivant, il fait un jeu extraordinaire. Tu sais,
C'est vraiment, vraiment particulier. Donc, moi, je me suis tout le temps... c'est une des choses que j'aimais, mais c'est les éléments que tu recherches dans un jeune. Encore une fois, il y a des gens pour te dire « Ouais, mais là, tu parles d'NFL, Tom Brady. » C'est pas grave. Je comprends que c'est pas la même chose, mais tu peux quand même te servir de certains traits que tu vas rechercher chez n'importe quel jeune, même à ton niveau. Là. On en a tous, là, des receveurs qui ont échappé un ballon, puis après ça, le match cool. est fini. Là. Puis à l'inverse, on a un receveur, je dis mais en général, t'as un receveur qui échappe un ballon, puis tu fais, bon, ben parfait, il en a échappé un, le reste, il va être correct. Ça. Exact. Ben ouais. Question du public? Ouais. Quel est ton jeu offensif préféré, ou un de tes jeux offensifs préférés? Ça, c'est le DC de. C'est ça, exact. Là, ça dit de touchette ici. Non, c'est pas vrai. God. C'est un athlète. Pour vrai, c'est un athlète. Je pourrais pas dire. Jeu offensif préféré. Ça serait bien dur de dire un jeu. C'est sûr que ce qui amène la satisfaction pour moi, c'est certainement des choses qui peut-être je n'y amènerais pas. Tu sais, je veux dire, un jeu qui. Tu sais, qu'est-ce qui t'excite comme coordinateur offensif? Ben, certainement, je pense. Je pense que la physicalité, c'est un sport qui est physique. Donc, je pense qu'il n'y a rien. C'est quelque chose d'excitant de voir une ligne offensive qui réussit quelque chose de très physique sur un jeu au sol, dans certains cas, une protection de passe. J'aime des efforts individuels on parlait justement, qu'est-ce que j'aime si j'ai un joueur, mais c'est le fun de voir un effort individuel de joueurs que... C'est un receveur comme tel, oui, on va se souvenir de ses attrapés, mais c'est tout le temps spécial de voir un receveur faire un gros bloc, encore une fois, que personne ne va voir. Moi, ça, c'est des choses qui vont m'allumer certainement. Donc, ouais, mais comme jeu préféré comme tel, plus ou moins. Ça vient par vague. Ouais, puis ça vient. Puis écoute, ça change au fil des ans. Les choses varient, là. Ça. Qu'est-ce que c'est parce que là, non, mais c'est ça, parce qu'on sait c'est qui, mais il y en a qui veulent rester anonymes. Ok. C'est ça l'affaire. Parce que, excuse-moi, parce que en lisant les questions, je me rends compte qu'il y a des réponses il y a des questions auxquelles tu as déjà répondu. Ta semaine de préparation en saison régulière, ça ressemble approximativement à quoi, mettons, si on le séparait par jour? Ouais. Là là. Ben, je dirais que début de la semaine, certainement, bon, évidemment, établir le plan de match, mais on y va quand même par étapes, là. Certainement que la portion, nous au football à 3 essais, la portion première et 10, c'est un élément assez important de notre game. Là. Pour moi, ça représente 50% plus de 50% de notre attaque. Donc, encore une fois, j'ai beau avoir les meilleurs jeux en deuxième et 10. Je veux dire, il faut que je gère le premier et 10, ça c'est certain. Donc, j'essaye un peu, je suis beaucoup par situation maintenant, donc dans ma semaine. Donc, au début de la semaine, je te dirais premier et 10. Puis là, après ça, tu rentres dans les situations de deuxième essai. Puis, plus la semaine avance, là, tu rentres dans les situations, le red zone, les fins de match. On parlait des fois, les jeux truqués, s'il y en a un, on va essayer de le rentrer dès le début de la semaine pour essayer de mettre quelques minutes à chaque soir dessus. Mais c'est à peu près ça. Ouais. Ensuite. C'est vrai, premier 10. C'est parce que nous, on en fait, on en fait une trolley, là. C'est ça. Il y en a beaucoup dans une game. Ça. Oui, absolument. Wow. Est-ce que tu te souviens de situations où tu as été particulièrement en colère contre un carrière? God, s'il y a des anciens qui écoutaient, Ouais. Moi, j'ai été... disons que mes relations avec les carrières, c'était quand même différent du coordinateur offensif modèle. J'ai tout le temps eu des super relations avec mes carrières, puis ça a toujours été super important, mais disons que j'étais quelqu'un d'assez intense, ces lignes de côté. Donc... ouais, ça m'est arrivé de ne pas être content, beaucoup trop exigeant, beaucoup trop... mais encore une fois, je tournais à la page, là. Mais c'est arrivé un certain nombre de fois. Ouais. On pourrait décrire ça comme un peu un love-hate relationship, un peu.
d'une certaine manière. Ouais, à un certain point, mais tu sais, c'est drôle. Tu sais, Hugo Richard et moi, là, écoute, on a eu nos moments de ligne de côté. Mais encore une fois, ça ne laissait jamais vraiment de traces. On se parlait. Quand j'avais été trop loin, je me suis jamais gêné de m'excuser devant toute l'offensive. Parce qu'encore une fois, la perception extérieure, elle me dérange pas vraiment. La perception de tes joueurs, c'est ça qui est le plus important. Tu sais, c'est ton carrière. Puis ça, tantôt, tu disais des remises en question. Là. Mais moi, ça a toujours été ça. Je me disais tout le temps, si mon carrière est de mon bord, je suis correct. Parce que lui, quelque part, si c'est un bon leader, il va gérer le reste des gars à l'offensive. Tu sais. Je fais des blagues avec ça des fois, mais j'ai dit, tu sais, si le garde offensif n'est pas content de mon play calling, là, mais que mon carrière est content de mon play calling, I'm good. Ouais, exact. Tu me suis? Si mon garde offensif est content de mon play calling, mais mon carrière est pas. Là, je suis dans le trouble. Ouais. So, tu sais, ton carrière, c'est tellement important qu'il soit sur la même longueur d'onde. Puis si lui a confiance. Puis ça, tu sais, je veux dire, je me souviens d'une situation avec Benoît Groux. Avec Benoît, j'avais une relation incroyable. Puis il y avait une situation à porteur de ballon qui était vraiment corsée. Puis ça j'ai tout le temps un souvenir de ça. Mais tu sais, un des porteurs qui jouait un peu moins, c'était un de ses bons amis. Mais tu sais, lui, il a pris ça lui-même entre ses mains de dire, écoute, en ce moment, ils font jouer tel gars parce que ce gars-là, en ce moment, était vraiment dans une zone à part. Ça, dans ce temps-là, c'est pour ça que je te dis, tu laisses tes joueurs contrôler, mais ça part beaucoup du carrière. Puis je pense que si ton carrière est de ton bord, là, t'es en business. Avant de passer peut-être à la dernière portion de notre petite conversation, pour ce qui est du leadership, comment tu gères le leadership dans ton offensive? Si tu l'abordes expressément ou pas. Comment je la gère? C'est-à-dire, est-ce que tu arrives au camp d'entraînement, là, tout de suite, tu essaies de trouver c'est qui tes leaders, ou plutôt tu les laisses se manifester un peu par eux-mêmes? Quel rôle un peu tu leur donnes? Ouais, j'aime penser que ça devrait se développer naturellement. C'est une bonne question. J'essaie je pense qu'on essaie de le laisser se développer dans l'équipe, mais éventuellement, ouais, je pense qu'il faut que tu communiques avec eux. Pas quelque chose que j'ai trouvé certainement les années... comme je te dis, 2019, c'est pas été une année que j'étais très fier à ce niveau-là. Je pense que j'ai laissé trop de choses aller. L'an dernier, je pense que c'était mieux. Éventuellement, quand tu connais tes leaders. Mais après ça, je pense, il faut que tu communiques avec eux. Mais je dis tout le temps, il y a quand même un certain nombre de choses. Il ne faut pas que tu te mêles de tout. Là. Il faut que tu aimes penser qu'eux autres vont régler des choses par eux-mêmes. Mais à un certain point, il y a des choses qui arriveront peut-être pas à régler par eux-mêmes. Je pense qu'il faut que tu sois là. Donc, mais je pense que c'est important de communiquer avec tes leaders. Est-ce que ça se peut une carrière pas de leadership? Ouais, c'est pas évident. À un certain point, il faut qu'il y ait son type sa sorte de leadership. Là, c'est sûr que c'est pas idéal, ça, certainement. C'est pas idéal. Je pense qu'il y a... Je vois mal, mais dans ça, je vois mal. Encore une fois, avec des jeunes, je disais tout le temps, le carrière, c'est un peu le capitaine de l'offensive sans nécessairement avoir le titre de capitaine. Ouais. Mais je me suis tout le temps mal imaginé un carrière qui serait pas leader naturel, mais c'est pour ça que je me demandais. Mais comme je disais, il y a différents types de leadership. Là, je pense encore le carrière qui prend en charge du huddle, qui connaît ses jeux, qui connaît tout, qui connaît... ça, je l'explique tout le temps au carrière. Je dis, vous devriez tout connaître. Là, si... encore une fois, je peux pas m'empêcher de leur donner des exemples. Là, mais on fait des blagues tout le temps. Avec Benoît Groux, c'était une super expérience. Puis Ben savait tout de l'offensive. Il savait tout. Il savait les tracés de tout le monde. Il savait... Ça fait une grosse différence. Après ça, le monde disait, il y avait vraiment une belle vision du jeu. Ouais, il y a une belle vision. Puis j'explique tout le temps en carrière, si vous voulez développer votre vision du jeu, commencez par savoir exactement ce que tout le monde fait. Si tu as une hésitation de te demander qu'est-ce qu'ils font sur le backside, tu vas avoir de la misère avec ta vision. Parce que tu vas rester pris sur tes premières options. Le jour où tu comprends exactement où tout ton beau monde est, c'est sûr que ça l'aide beaucoup. Donc, mais c'est pour ça que je te dis que ça, c'est une forme de leadership. Quand tu démontres à tout le monde que, regarde, offensivement, après le coordinateur puis les coachs, je suis le gars qui connaît le plus. Ça, c'est du leadership. Puis après ça, oui, je pense qu'il faut que tu aies une certaine forme de leadership dans le vestiaire.
On va passer à la dernière portion de notre petit entretien. Ça s'appelle Dernier quart. C'est-à-dire que on a des petites questions dans ce bocal-là. On va simplement te demander d'en piger quelques-unes et d'y répondre. Et de les lire et d'y répondre, s'il vous plaît. Quelques-unes, tu m'as dit? Ouais, exact. Habituellement, ça dure comme 15 minutes, mais peut-être pas 15 minutes, là, parce que le temps file. Ouais, je savais que je vous l'avais dit, je jase pas mal. Non, mais non, c'est Ah pas, non, c'est pas grave. Écoute, Le meilleur joueur contre qui t'es joué? Ouais, exact. Mais dans ton cas, ça va être le meilleur coach contre qui t'es coaché. Ah, OK. Le meilleur coach contre qui j'ai coaché. OK. J'essaie de penser. Meilleur coach contre qui j'ai coaché. Là, c'est mon j'essaie juste de penser pour pas oublier. Wow, bonne question. est-ce que quand tu te prépares, juste le temps pendant que tu y penses, est-ce que quand tu te prépares pour un match, là, on parlait de planification durant la semaine, tu es conscient du coach que tu affrontes ou c'est le focus? Le focus est sur le... Est-ce qu'il y a une certaine partie du focus qui est sur le coach? Ben, pas une grande portion dans le sens que tu vas pas fou avec ça, mais bon, certains cas, c'est déjà arrivé des fois des gars que je connais pas du tout, là, sinon je m'arrêterai pas, mais c'est sûr qu'il y a des gars que tu viens à connaître un peu, donc tu essayes de penser que peut-être qu'il y a, tu sais un peu, tu te dis, peut-être dans telle situation, il va réagir de telle façon, tu essayes un peu de jouer, mais il faut que tu fasses attention encore une fois, là, de jouer au devin, mais ouais, tu t'en es conscient, certainement. Mais c'est plus le style de défensive qui joue. J'ai pas vraiment de réponse. Je suis comme pas capable de me prononcer comme tel. Je pense que j'ai affronté beaucoup de bons coordonnateurs défensifs. Là, y en a-tu un qui te donnait du... Fil à retordre. Ouais, c'est exactement ça, j'allais dire, du fil à retordre. Ouais, mais je pense que ça revient encore une fois, on est aussi bon coach que nos joueurs. Là, donc, je veux dire, si tu me demandes depuis toujours, la défensive qui m'a donné le plus de fil à retordre, c'est Montréal, parce que ça a été plusieurs années la meilleure défensive que je pouvais affronter au Canada. Je veux dire, on a affronté des très bonnes équipes en demi-finale canadienne, finale canadienne, mais en termes de qualité de défensive, en termes de qualité de défensive, on n'a pas. C'est les meilleurs que j'ai affrontés. Donc, c'est sûr que tous les coordonnateurs défensifs de ces équipes-là, comme tel, m'ont donné du fil à retordre, certainement, s'il n'y a pas de doute. Mais puis je dis bien, là, je donne Montréal, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres équipes qui m'ont donné du fil à retordre, mais c'est pour ça que je te dis, mais ça revient quand même aux joueurs beaucoup, tu sais. Puis des fois, ça peut être, t'affrontes des fois des défensives plus expérimentées, mais nécessairement des styles de défensive. Encore une fois, je pense que tout le monde a son style, puis nous, c'est à nous d'un peu de... Ben, je dis tout le temps, c'est à nous de s'ajuster à leur style, puis des fois, comme je dis, c'est à eux autres de s'ajuster à notre style. Exact. Ouais. C'est good. On va continuer avec l'autre question. Yes, sir. Dernier quart avec Justin Etier. Coordinateur offensif du Rouge et Or. En quoi crois-tu? God. God. Je crois. C'est peut-être une réponse. Prochaine question. C'est ça, exact. Ouais, je pense que ça aussi, ça l'évolue. Je vieillis de ça. Je pense que c'est en quoi je crois. Je crois que c'est oui, on veut toujours gagner. Je pense tout le temps ça, mais je pense que l'expérience... Je crois en une expérience sportive qui est saine là, de A à Z. Là. Je crois à ça. Je pense que c'est important. Puis on en parle beaucoup aujourd'hui dans les réalités d'aujourd'hui. Puis toutes les histoires qu'on entend. Puis ça, encore une fois, ben oui, c'est le fun, les victoires. Mais encore une fois, je pense qu'il faut que ça soit fait au sein d'une belle expérience de vie. Là. Je crois à ça. Puis de plus en plus, là, je pense plus tu vieillis, plus tu réalises que c'est important que tous tes joueurs soient heureux, puis que tant mieux si tu es capable de le faire, puis de gagner, de leur faire vivre une expérience gagnante aussi. Ouais. Bien dit. Ouais, sure. On continue avec une autre question. Mon côté philosophique un peu. Si vous pouviez changer de place avec n'importe qui dans le monde, qui ce serait et qui pourquoi? Pourquoi? Ben, en ce moment, c'est assez simple. Ce serait... Ben, je pense qu'en ce moment, si je pouvais changer...
pense que je me retrouverais à la place d'un certain... un certain dirigeant russe, puis on n'aurait pas de guerre, tout simplement. Là. C'est bon. C'est assez simple quand exact. même. Exact. Bon, Change de place. Y a Là, pas les de- gars, calmez-vous, retournez chez vous. Ouais, il n'y a pas vraiment de place pour ça. Prenez-vous un donc, popcorn avec des M&M's. ça là. serait pas mal la seule position, je pense, que ça serait de s'assurer de contrôler ça. Ça serait là. Ouais. Excellente réponse, sérieux. Moi aussi, je ferais ça, je pense. Où Take a serez-vous chill dans pill. 5 ans? Ah, bonne question. Oh. J'ai jamais vraiment eu un plan de carrière défini. Dans 5 ans, j'aime penser que je vais être encore. Je pense que quand je suis revenu ici, là, je me sens pas mal un entraîneur. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, je pense que dans le milieu du football, c'est tout le temps dur de me voir ailleurs. Donc, possiblement que je vais être encore ici, mais encore une fois, on verra bien. Là. On verra bien. Mais j'aime ce que je vis en ce moment. J'aime les défis. Je trouve ça excitant, encore une fois. J'ai été choyé ici. On a eu et on va encore avoir beaucoup de succès. Mais c'est le fun aussi des défis. C'est le fun quand des années comme une année qui finit pas comme on veut. C'est toujours stimulant. On pourrait penser que j'ai été choyé de pouvoir vivre de grandes victoires, mais encore une fois, ça, c'est du passé. Tu essaies tout le temps d'en revivre une autre pour ceux qui ne l'ont pas vécu aussi. Moi, je vois tout le temps dans le vestiaire de dire c'est tellement facile, encore une fois, de se remettre de nos... On vit souvent de notre propre expérience. Mais là, une place, il faut que tu t'arrêtes à dire ouais, mais dans la salle, là, il y en a que les autres, ils l'ont pas gagné. C'est tout le temps, pour moi, important. Souvent, quand on gagne, le monde dit c'est vraiment le fun que lui finisse sa carrière là-dessus. Moi, je dis tout le temps non. Moi, ma première satisfaction, c'est pour celui qui ne l'a pas gagné. Parce que celui qui finit sa carrière, puis à Laval, Laval a été choyé dans certains cas, il l'avait déjà gagné. Ben, je me dis, au pire, il aurait quitté le programme, puis il aurait eu la chance de vivre une super victoire comme ça. Mais ceux qui ne l'ont jamais vécu. Donc, ça c'est pour moi, puis je parle pour moi, mais je parle pour pas mal tous les entraîneurs ici. On a tout le temps cette drive-là de gagner pour ceux qui, justement, pour le faire vivre à du nouveau monde. Là. Ouais. Dernière question du bocal. Ouais. Dernière question du bocal? Mm-hmm. Ouais, question du bocal. Ton meilleur livre de football. Oh, God, je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup. J'ai pas lu. My God, je serais pas intéressant là-dessus. Je suis pas quelqu'un qui lit de livres. Est-ce que, pas nécessairement football, mais comme sportif peut-être? Un livre de sport en général? Peut-être? God, c'est des bonnes questions. Ouais, non, ben Non, il n'y a rien qui me vient vraiment. Je ne suis pas quelqu'un qui lit beaucoup. Là. Probablement, quand je vais m'en retourner chez nous, je vais dire j'aurais dû parler de ça, mais là, il n'y a rien qui me vient vraiment pour vous dire livre. Est-ce que tu as un film de sport fétiche? Certainement pas les films de football. Les films de football, j'ai jamais été... Faites le tour. Ben, j'ai jamais eu, je trouve, une perception. J'ai jamais trouvé que ça représentait tant que ça la perception de la vraie réalité de qu'est-ce que c'était. Là, je trouvais que ça demeurait une vision assez simpliste de comment que ça se passe exactement dans des vestiaires ou dans des... Donc, film de sport. God. Non, rien qui me vient. Non. Pour terminer... Pierre? Non, j'étais en train de m'imaginer un genre de 24 heures. Moi, ça s'appelle La Chance You, mais rougeur, ça serait fou, ça. Excuse, je partais sur... Non, mais c'est ça, là, exact. Ouais, ça, tu vois, Ouais. je me suis pris à tout écouter ça. Là. Je veux dire, ça, je trouvais ça, c'est quand même intéressant, là, quand même un peu cool. plus réaliste. Là. Moi, je parlais vraiment des films de football. ouais, là, non, que c'est ça, exact. chaque Ouais. fois, le monde me disait as-tu vu ça? C'est vraiment Ouais, bon, c'est ouais, ça. c'est bien fait. Je regardais ça, j'étais là, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Mais... ouais, les a écoutés, ça. il y a Ok. des bonnes séries quand même sur... C'est une autre réalité, mais c'est Une divertissant. autre réalité. Oh my God. ouais, absolument. Oh my God. C'est une autre réalité. Certainement, comme je dis, des choses qui vont venir. Là, on dirait que récemment, j'ai moins été dans la lecture de choses comme Quel ça. grand quoi, c'est correct. correct. Ben, pour conclure notre conversation, je vais te demander de terminer ma phrase suivante. Je m'appelle Justin Etier et je suis... Je m'appelle Justin Etier et je suis...
coordonnateur offensif du Rouge et Or de l'Université Laval. Il a dit lui-même, depuis un bon moment déjà, il a eu pas mal de succès. Il a été un invité de qualité au Prélude Football Podcast. Ouais, merci de nous Merci à recevoir. Ouais, exact. Là, on va dire la même cool. chose qu'on a dit à Mathieu la semaine dernière, hein, Pierre. Ouais. Mais merci de nous avoir reçus chez vous pour de vrai. C'est très, très, très apprécié. Je sais qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui attendaient cet épisode-là, qu'on l'avait annoncé sur nos réseaux. Il y en a pas mal qui sont excités. Là. Oh, yo, on recevait Juice. Qu'est-ce qui se passe? Vincent Lévite te salue. Et puis Hugo Richard aussi. Igor Richard aussi te salue. Ouais. Et puis sinon c'est pas mal ça, Pierre. T'as quelque chose que tu voulais rajouter? Non, merci. J'ai appris plein d'affaires. Il y a plein d'affaires que je vais retenir si je veux améliorer. Faut que tu trouves un vendeur pour les unités spéciales. Yo, c'est ça, je le retiens. Ça, c'est That's bon, right. ça. Ça, c'est bon, ça. Mais ouais, ben pour de vrai, ouais. Merci beaucoup. Ben, merci à vous, Vraiment. c'est super intéressant. C'est le fun. Pour Ça finit comme ça, les amis. On se voit la semaine prochaine. Ciao!